Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, la France est-elle encore souveraine? Et en seconde partie, faut-il et surtout peut-on réformer les retraites en France? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un souverainiste issu du gaullisme social qui s'est présenté aux élections présidentielles de 2012, 2017 et 2022. C'est un descendant d'une lignée de héros militaires. C'est une tête bien faite. Il est passé par Sciences Po, puis à la prestigieuse Université de Paris-Dauphine pour un 3e cycle de gestion. Et pour couronner le tout, il a fait l'ENA. C'est donc un des rares énarques à ne pas penser comme un énarque. Militant au RPR, il crée Debout la République au sein du RPR. Il se rapproche de la mouvance souverainiste peu après la création du RPF par Pasqua de Villiers. À la création de l'UMP en 2002, il tente de réformer de l'intérieur la mouvance de droite en briguant la présidence du parti. Il obtient d'ailleurs un résultat honorable. Après sa rupture avec Sarkozy en 2007, il quitte l'UMP qui est devenu un parti européiste. Il franchit le Rubicon de la droite hors les murs et devient ainsi le leader de la mouvance gaulliste souverainiste. C'est aussi un élu local solidement implanté à Hyères dans l'Essonne, une ville dont il redresse les comptes et qu'il préserve de la bétonisation. Cette circonscription lui rendra bien en l'élisant à plusieurs reprises maire et député. Il n'hésite pas à appeler à voter Marie Le Pen au second tour de la présidentielle de 2017, un soutien qu'on lui fera payer très cher. C'est donc un homme de conviction que nous recevons ce soir. Je vous demande d'accueillir Nicolas Dupont-Aignan. Monsieur Dupont-Aignan, bonsoir. Greg Tabidjan, Mike Borowski, je vous en prie, installez-vous, et le public, bien sûr. Un public nombreux en cette première de cette nouvelle année. Donc d'abord, tous mes voeux à vous qui nous regardez, à vous dans le public, et puis à vous, bien sûr, Nicolas Dupont-Aignan, ainsi que les sociétaires qui nous accompagnent, comme à chaque émission. Je tiens d'abord au passage à remercier nos nouveaux abonnés sur la plateforme Utreon. On est très suivis en Amérique du Nord, notamment au Canada. Et donc, à partir de cette émission, ils nous regardent. Donc, bonne année à eux également. Alors, cher Nicolas Dupont-Aignan, tout d'abord, je vous présente donc les sociétaires d'un soir qui vont m'accompagner pour vous interroger. Tout d'abord, honneur aux dames. À votre droite, eh bien, c'est Myriam Palomba, on va dire la voix la plus incorrecte de Touche pas à mon poste. Chez Cyril Hanouna, on peut l'applaudir. Désormais une fidèle de Bistro Liberté. On la remercie. À ses côtés, Didier Maistot, journaliste indépendant et surtout ancien président emblématique de la radio Sud Radio. Bravo. Et puis mes fidèles compagnons, alors est-il encore besoin de les présenter? Tout d'abord, Mike Borowski de Gérard Info. Très populaire, Mike. Ouais, j'ai quelques fans quand même. C'est des cousins. Et puis à tes côtés, Mike Borowski, eh bien Greg Tabidjan, qu'on retrouve comme à chaque fois, de la chaîne YouTube Je suis pas content. Bonne année à vous tous, les amis. Bonne résolution pour cette nouvelle année. Des résolutions? Ouais. Voilà. Chasser Emmanuel Macron, mais là c'est plutôt un rêve. Non.
Bon, en tout cas, je suis ravi donc pratique. de vous retrouver donc pour cette nouvelle donc émission, la première de 2023 après celle avec Éric Zemmour qui avait fait un véritable carton. Donc on pense qu'on va sans doute aussi en faire un nouveau carton avec vous, Nicolas Dupont-Aignan, puisque vous n'êtes pas réputé pour avoir votre langue dans votre poche. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par un entretien en tête-à-tête avant de faire réagir nos sociétaires qui trépignent d'impatience. Tout d'abord, avant d'aborder les deux débats qui vont donc jalonner cette soirée, je vais vous poser quelques questions d'actualité. On va tout d'abord commencer par ce qui s'est passé ce week-end au Brésil. Un petit mot de réaction là-dessus. Que dire, si ce n'est que ça va être instrumentalisé d'ailleurs de manière éhontée. J'ai un journaliste du Monde qui m'a déjà appelé pour me demander si je voulais faire un coup d'État à Paris. Donc non, c'est une société, je connais bien. Vous lui avez répondu quoi ? Pas encore. Donc, c'est une société que je connais bien et c'est un pays complètement fracturé. Donc, c'est un peu facile de faire croire que c'est le méchant Bolsonaro qui tire toutes les ficelles. C'est vraiment un peuple qui conteste l'élection de Lula. Il a été élu, bon. Mais si vous regardez les résultats, c'est très intéressant par région. Bolsonaro était majoritaire dans quantité d'États, très largement. Et puis, il y a le Nord-Est qui pèse complètement. Et donc, il y a une fracturation géographique, sociologique considérable. C'est un pays qui est au bord de la rupture. Donc voilà. Donc il faut essayer de. Cette brutalisation de la vie politique quand même, parce que ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé à la fin du mandat. Le sentiment, moi je crois que c'est lié au sentiment qu'il y a une pensée unique, un rouleau compresseur médiatique dans tous les pays occidentaux et autres, qui fait qu'on n'a pas le choix. Et que les élections, malgré tout, sont très fortement influencées par une propagande. Rétablissez la liberté d'opinion, rétablissez la démocratie, et il y aura moins de phénomènes de violence. C'est tout. Vous savez, quand il n'y a pas de démocratie, il y a la rue. C'est tout. Alors ça ne veut pas dire que je justifie la rue. Je dis simplement que si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris. Et vous trouvez que le Brésil n'est pas un pays démocrate ? La manière dont les élections sont passées, vous aviez 95% des médias brésiliens qui étaient pour Lula. Et donc, c'est toujours, pour moi, le problème vraiment est médiatique. C'est un problème majeur. Le miroir qu'on renvoie aux Français, aux Américains, aux Brésiliens est un miroir déformé. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'après, les gens perdent patience. Voilà. Je pense que si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Alors c'est facile de dire les méchants, ils ont cassé les vitres, ils ont envahi, oui, c'est pas bien. Mais pour autant, d'ailleurs, ça ne sert pas Bolsonaro entre nous, comme le Capitole n'a pas servi Trump. Mais c'est le résultat de la cocotte minute est en train d'exploser dans tous les pays, parce que vous avez un système de propagande insupportable. Toi, Myriam, vouloir réagir ? Oui, parce qu'en plus de ce problème dont je suis totalement d'accord avec vous, il y a quand même un vrai problème, comme aux États-Unis à l'époque de Trump, de la deuxième élection de Trump où il a perdu, c'est qu'il y a quand même un doute de fraude assez conséquent sur ces élections. La deuxième élection de Trump où il a perdu. Quand il s'est représenté et que voilà, il a perdu et que c'est un oxymore. Oui, c'est vrai. Et que finalement il y a quand même des gros soupçons de fraude lors de cette élection et visiblement c'est pas totalement faux, puisque quand on regarde les résultats, qu'on compare les résultats de 2018 et 2022, on voit que tout d'un coup 12 millions d'électeurs sont apparus comme par magie en faveur de Lula alors qu'ils n'existaient pas en 2018. Donc il y a quand même beaucoup d'interrogations à se poser, et au lieu effectivement de faire opposer deux camps, d'un côté les fascistes et de l'autre côté les grands hommes de gauche et qui sont là pour la démocratie, je crois qu'on devra arrêter aussi tout ce qui est machine à voter, etc., qui encourage grandement toutes ces fraudes électorales qui ne correspondent pas au désir du peuple. Mais je vais te dire une chose, Eric. Très vite, le Brésil, c'est vraiment ce que les mondialistes veulent faire en France. C'est la société modèle pour la France, c'est-à-dire une société multiethnique, multiculturelle et ultra-violente. Et c'est ce qui va arriver en France, et c'est ce qui est déjà arrivé pour le coup, et nous aurons un avenir brésilien très bientôt en France. Bon, c'est ça, Nicolas Dupont-Aignan ? On va tout faire pour éviter ça. Alors justement, on va y revenir. Parce que l'enjeu, c'est pas de commenter, c'est d'essayer de réveiller nos concitoyens pour empêcher ça. C'est ça, en tout cas, mon boulot. Alors justement, la situation en France, c'est l'un des principaux sujets de ce début d'année, avec l'inflation notamment. Quel regard, Nicolas Dupont-Aignan, vous portez d'abord sur la situation économique de la France ? Qui est le responsable de cette situation d'abord, selon vous ?
Des responsables, il y en a plein. Il y a tous ceux qui ont gouverné d'abord. Les causes de l'inflation. Les causes de l'inflation, il y en a plusieurs. Il y a une inflation exogène, il y a une inflation intérieure, il y a ce que j'appelle l'oligarchie, il y a l'absence de... Il n'y a plus d'État. Enfin, moi, je crois encore à l'État-nation. Alors, à partir du moment où il n'y a plus le squelette qui porte le corps social, qu'il n'y a plus de production nationale, obligatoirement, et qu'il n'y a pas de vision, qu'il n'y a pas de stratégie, qu'il n'y a pas de politique, on est un bouchon au fil de l'eau. Alors après, il y a toute la politique de la Banque centrale, il y a l'inflation importée, mais ce que je retiens, moi, grosso modo, c'est que la mondialisation, on nous a expliqué pendant 20 ans que la mondialisation, c'était formidable, ça faisait baisser les prix, c'était mieux, c'était plus sûr, et nous étions des gens incompétents qui n'avaient rien compris. En fait, ce qui est incroyable aujourd'hui, on en a la preuve, c'est que ces gens qui se disaient compétents, souvenez-vous de 2017, la compétence face à des dingues qui allaient tout foutre en l'air. Ce sont les gens pseudo-compétents qui nous ont amené les pénuries, l'inflation, la désorganisation, le manque de médicaments. Mais c'est pas nouveau. Moi, je me souviens, je sais plus en quelle année, j'avais fait un plan pour relocaliser la production de principes actifs. J'avais même rencontré un chef d'entreprise passionnant qui avait des usines de médicaments. Et elles ont toutes quasiment fermé. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Il ne faut pas nous dire autre chose, on sait ce qu'il faut faire. Simplement, ça veut dire échapper aux règles de l'Union européenne, ça veut dire avoir une volonté politique, ça veut dire le faire petit à petit, pas un miracle, c'est pas vrai. Bref, c'est... Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour lutter contre l'inflation, Nicolas Dupont-Aignan ? L'inflation, oui, mais l'inflation, c'est la conséquence d'une mondialisation. Donc la seule solution, c'est de mettre en place ce que j'appelle la politique du Made in France, du produire en France. Mais ça, c'est une vraie stratégie politique. On l'a écrit, il y a 25 propositions, on les connaît par cœur, de l'étiquette. Avoir une étiquette déjà pour que le consommateur sache d'où vient le produit. C'est interdit par Bruxelles. Deuxième point, c'est baisser les charges, ce que j'ai proposé à chaque présidentielle, parce que je regardais le reportage, ça ne nous rajeunit pas. Mais le problème, c'est qu'on répète toujours pareil. Baisser les charges sur les producteurs qui investissent en France. C'est ce que Trump avait fait d'ailleurs aux États-Unis, avec une formidable relance de l'investissement productif. Le chef d'entreprise qui investit en France, il a un bonus par rapport à celui qui fait fabriquer à l'étranger. Et ça, il n'y a même pas besoin de revoir les règles de l'OMC. On peut le faire. D'ailleurs, Biden le fait. C'est extravagant. À la suite de Trump, puisqu'il a repris le programme de Trump là-dessus. On peut le faire. Après, c'est des filières, c'est des stratégies. Il ne s'agit pas de tout fabriquer en France, mais on peut le faire. Simplement, il n'y a aucune volonté politique. Bercy est dirigé par des importateurs et pas par les producteurs. Et l'Union européenne est une Union européenne ultralibérale d'importation. Donc si vous ne déverrouillez pas Bercy, c'est-à-dire le pouvoir politique français, ensuite le pouvoir politique européen, et que vous n'avez pas une vision générale de production, il ne s'agit pas d'être non plus collectiviste, il s'agit vraiment de baisser fortement les charges des gens qui investissent en France. C'est possible. En parlant de Bercy, les annonces du gouvernement à la suite de la mobilisation des boulangers, elles sont suffisantes selon vous ? Non, elles sont complètement délirantes. Tout ce système du bouclier tarifaire, c'est exactement comme si vous étiez dans une piscine. Vous avez un maître nageur à côté de vous qui vous plonge la tête sous l'eau et qui la relâche et qui vous dit « Oh, je vous ai sauvé ». C'est exactement voilà, ça. c'est Macron. La stratégie, mais si vous regardez comment agit Macron depuis son élection, c'est toujours le même scénario. Il a dit que la situation est largement imprévisible. Non, attends, c'est lui qui a fermé Fessenheim, c'est lui qui, etc. Mais il n'y a pas que lui. Les prédécesseurs ont accepté le marché européen de l'électricité. Moi, vous auriez pu reprendre l'image, j'ai été en 2004 député UMP, manifesté avec la CGT contre la privatisation de GDF à l'époque. Je m'en souviens, ça avait fait un drame. Ils ont, traité de Barcelone, 2002, Jospin Chirac signe la mise en concurrence des services publics. De là vient le mal. Ensuite, privatisation d'Engie, de GDF vendu. Ensuite, démantèlement progressif d'EDF. On avait un truc qui marchait, EDF, GDF. Ils l'ont cassé. Ils ont mis un marché spéculatif en place. Ils ont tout cassé. Après, ils ont obligé EDF à vendre à 42 €, puis 46 € le mégawatt à des entreprises privées spéculatives. Complètement dément. Ils ont
endetter EDF. Et puis après, il nous explique que c'est formidable. Donc EDF vend, parce que c'est l'escroquerie du siècle, EDF vend à 46 € le mégawatt à des opérateurs privés qui revendent aux boulangers sur des contrats entre 400 et 1000 €. PME, boulanger, etc. Et le gouvernement dit je vais vous sauver, je vais vous mettre un plafond, et encore parce qu'on a gueulé, à 280 €. Mais moi, j'ai vu un boulanger samedi, c'est avant-hier, je ne sais plus combien, qui me dit le gouvernement nous dit 280, mais moi, j'achetais à 50. Donc ça continue à être insupportable. Il faut revenir au prix national de l'électricité, fondé sur les coûts de production d'EDF, plus l'hydroélectrique, plus les achats de gaz qu'on fait, plus l'électricité qu'on achète. Le symbole de la boulangerie et de la baguette de pain, c'est important pour vous? C'est pas un symbole, c'est la destruction de tout le tissu de petits commerçants, de ce qui fait la vie de la France, de nos territoires, le lien humain, enfin c'est la déshumanisation de tout. Mais je reviens à mon truc, c'est quand même extravagant. On pourrait avoir un prix de l'électricité, allez, tout compris à 100 € en France. Coût de production, plus les bénéfices, plus l'entretien des centrales, plus l'achat d'hydroélectrique, même des éoliennes de merde, tout ça, 100 €. 100 €. On est à 280. Il se fait passer pour un sauveur à 280. Mais c'est monstrueux. Alors on me dit, oui mais c'est l'Union européenne. Ah bah oui mais je comprends pas. L'Espagne et le Portugal, on dit basta. Et Bruno Le Maire dit sur les plateaux de télévision que nous, on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas se couper de l'électricité allemande. Faux. Et il a fait croire à 60 millions de personnes que si on sortait d'un traité, les lignes s'arrêtaient. Voilà. C'est fou. Il a fait croire ça aux gens. C'est complètement fou. Parce que on continue à avoir des liens électriques avec la Grande-Bretagne. C'est évident. Mais avec il y a eu le Brexit, on vend de l'électricité, on en achète tous les jours avec l'Angleterre. On le fait avec l'Espagne et le Portugal qui sont sortis. Tu même le font avec l'Allemagne. C'est pire que ça. Moi, je dis que Bruno Le Maire est le ministre allemand de l'économie. Donc, c'est le ministre allemand de l'économie. D'ailleurs, on a connu ça dans notre histoire. C'est le ministre allemand de l'économie. Oui, il ne veut pas céder parce qu'il sait que l'Allemagne a toujours voulu détruire notre avantage comparatif, notre électricité nucléaire, et que donc il obéit à des intérêts allemands. Moi, je vous le dis, je l'assume. Déjà, il voulait mettre à genoux l'économie russe. Oui, non, mais là, il obéit à des intérêts allemands. On peut revenir au prix national de l'électricité, ça prend une journée. On revient à un prix moyen qui sera allé entre 80 et 100 €. Vous n'avez plus besoin de bouclier tarifaire. Vous arrêtez toutes ces pompes des Shadok. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Shadok, je creuse, je machin, tout. Et nos entreprises survivent, nos PME. Voilà. Mais d'après vous, pourquoi ils ne le font pas? Mais parce qu'ils sont sous domination allemande. Sous domination psychologique, sous domination financière, idéologique, et puis d'intérêts étrangers. Et puis il y a aussi les intérêts des oligarques qui ont investi dans ces sociétés d'électricité, qui se gavent d'argent. Et puis, il y a peut-être un phénomène encore plus pervers. Vous savez qu'ils ont inventé le truc, au-dessus de 180 €, l'argent va à l'État. En dessous de 180 €, ça va à la société. Donc, la société des copains et des coquins prend entre 46 et 180. Les profits augmentent, ça fait marcher la boutique. Et puis au-dessus de 180, ça remplit les caisses de l'État. Et ça permet à le maire de dire, voyez, chers concitoyens, je vous aide, je vous donne de l'argent. Mais c'est de l'argent qui nous a pris. Donc c'est ce que je vous dis, on vous plonge la tête sous l'eau et on vous remonte. Donc ce que vous dites, c'est qu'avec l'électricité chère, l'État gagne de l'argent sur notre dos. Dans le budget, il est inscrit 26 milliards d'euros de recettes liées à tout ce qui est pris au-dessus de 180, oui. C'est quasiment fait sciemment. Mais ces 26 milliards alimentent le bouclier. C'est comme des gens qui s'étonnent que l'État ne lutte pas contre l'inflation. En fait, au lieu de revenir à des prix, on invente une usine à gaz, c'est le cas de le dire, enfin, folle. Moi, ce que je demande, c'est qu'on... Mais l'Espagne et le Portugal l'ont fait. Pendant des jours et des jours, vous aviez un prix de l'électricité sur les sites internet à 80 € en Espagne et à 400 en France, sur le prix du marché libre. Aujourd'hui, ça s'est rééquilibré parce qu'il y a trop d'électricité, parce qu'il y a eu... Bon, l'hiver est doux, machin, etc. Mais voilà, il faut abandonner cette règle de l'Union européenne. Il faut revenir à un prix national. Il faut renationaliser toutes les entreprises. Il faut arrêter avec tout ça. Voilà. Vous pensez qu'on se dirige vers une crise économique majeure, selon vous ?
Oui, mais ce qui m'effraie le plus, c'est qu'il faut être honnête. Pendant la crise sanitaire, ils ont arrosé, ils ont éteint l'incendie. Il faut être honnête. J'étais en total désaccord sur la gestion médicale de la crise. Mais sur le plan économique... Sur le plan économique, ils ont arrosé. Ça aussi, c'était quand même assez terrible. Non, mais ils ont eu raison d'arroser. Pourquoi ? C'était la conséquence de leurs actes. Sinon, tout faisait faillite. C'était la conséquence de leurs actes, mais c'était pas... Enfin, je veux dire, finalement, ils arrosent, c'est quand même nous qui payons aujourd'hui. Mais à partir du moment où ils avaient confiné... La réforme de retraite, elle est aussi liée à ce quoi qu'il en coûte. Oui, mais à partir du moment où ils avaient confiné, c'était la moindre des choses qu'ils indemnisent les gens. Bon. Ils l'ont fait. C'est vrai, quand dit Myriam, ils arrosent, c'est nous qui nous arrosions. Oui, c'est ça, c'est nous qui nous arrosions. Ce que je veux dire, c'est que, objectivement... Ils ont pris des décisions que j'ai contestées, mais ils en ont tiré les conséquences, au moins pour indemniser les gens. En revanche, sur l'affaire de l'électricité, ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont en train de laisser crever toutes nos PME, parce qu'il n'y a pas que les boulangers, il y a toutes les petites PME qui sont en train de fermer. Et là, je me demande, alors on va dire que je suis complotiste, s'il n'y a pas derrière des grandes entreprises qui ont intérêt à écumer les PME françaises, les racheter pour rien. Vous savez que dans les grandes spéculations immobilières des grands barons du 19e siècle, c'était bien connu, hein, on fait la crise, et puis après on rachète à bas prix tout, donc on va dire que je suis complotiste. Ils font avec l'agriculture en Inde et dans plein de pays comme ça. Alors, il faut quand même noter que Jean-François Cirelli, quand il y a eu la privatisation de GDF, qui était au cabinet de Jacques Chirac, qu'on a bien connu tous les deux, qui sont bourgeoises. Voilà, et qui est aujourd'hui quand même à la tête de BlackRock. Oui, en plus. Voilà, mais ça, c'est sur les retraites. C'est pas... Non, mais BlackRock, ça va être l'objet qui a en son sein toutes les entreprises du CAC 40, bien sûr, qui ne payent pas d'impôts en France et dont le siège social n'est même plus en France. Et on parle toujours de champions français. Je referme la parenthèse. Alors, j'aimerais qu'on revienne à... Mais la vraie question... Un tête-à-tête au départ. Oui, juste la vraie question. Est-ce qu'on a une vraie politique que je défends depuis des années pour les producteurs ? Et c'est ce qui me différencie avec les mélenchonistes et les autres, c'est que je pense que si on veut une vraie politique de la production en France, il faut un choc fiscal, que les chefs d'entreprise aient intérêt à produire en France. Ça ne veut pas dire que ça soit donnant sans contrepartie. Mais pour moi, on doit faire un choc fiscal pour ceux qui investissent ou relocalisent, et on doit taxer ceux qui délocalisent. C'est la carotte, le bâton. Si on ne fait pas ça, on ne pourra plus porter nos retraites, notre sécurité sociale, c'est la clé de tout. C'est la production française. Il n'y en a que deux qui l'ont compris, c'est Montebourg et moi. Enfin, c'est prétentieux, mais... Montebourg, il a plutôt disparu. Hein, il a été tué, oui. Ouais. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne un peu d'abord sur cette année 2022. D'abord, cette élection présidentielle de 2022. Qu'est-ce que vous en retirez, Nicolas Dupont-Aignan ? Comment vous expliquez d'abord la réélection d'Emmanuel Macron ? Parce que finalement, la plupart des gens qui sont sur ce plateau, des ténors politiques le critiquaient, mais finalement, il a été réélu. Il a été réélu, oui. Ça, j'avoue que... Ça vous a surpris, même vous ? Oui. C'est des machines à voter. Les Français ont été transformés en machines à voter, en fait. Non, je pense qu'il y a eu une tripolarisation qui a tout absorbé. Yeah. Et qu'ensuite... Le Pen, Mélenchon, Macron. Et qu'il y a eu un phénomène incroyable qui fait que beaucoup ont eu peur d'un second tour Mélenchon-Macron, d'autres ont eu peur d'un second tour Le Pen-Mélenchon, et que ça a complètement... tout absorbé, et dans les derniers jours, c'était impressionnant. Puis Marine Le Pen, elle a été quand même sacrément nulle, donc il faut quand même l'avouer, hein, pendant le débat du deuxième tour. Je ne fais aucun commentaire, je m'en dis... Non, je vais vous dire pourquoi j'en fais aucun. Vous l'aviez soutenu en 2022 aussi. En 2022 aussi. Mais moi, j'ai fait toute ma campagne. Ça a été très difficile. J'ai fait toute ma campagne en ne disant jamais un mot contre Marine Le Pen ou contre Éric Zemmour. Et je pense que s'ils en avaient fait pareil, tous les deux, on n'en serait pas là non plus. Et notamment Éric, et je lui ai dit 100 fois. Et l'union des droites, en tout cas, n'a pas eu lieu. Mais l'union des droites, ça n'existe pas. Là, je suis d'accord avec Marine Le Pen. L'union des droites, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'union des patriotes, des républicains. C'est beaucoup plus large. Je vais vous dire pourquoi je ne crois pas non plus à l'union des droites. C'est que l'union des droites, Macron est la droite libérale. Donc si vous faites l'union des droites, il reste que la droite qui n'est pas libérale au sens du fric, de l'argent, comme disait De Gaulle. Et cette droite de l'argent, elle représente quand même 20%. Donc si vous voulez faire l'union des droites sans la droite de l'argent, vous n'arriverez jamais au pouvoir. Et en plus, c'est pas l'objet. L'objet, c'est la France.
Donc moi, je vous dis que l'enjeu, c'est les patriotes, au sens large du terme, les souverainistes, les républicains, ceux qui croient qu'on peut faire un programme de salut public pour sauver l'existence de la France. Et pour qu'il y ait l'union il y a des gens de droite, de gauche, on s'en fout. Il faut on va dire un leader. Est-ce que par exemple, vous pourriez être de nouveau candidat en 2027 Mais moi, j'ai fait 2%, je suis pas dingue, je vois bien que c'est pas moi le leader, là. Candidat en 2027, non, j'en sais rien du tout. Et pourquoi pas une union avec Philippot, Zemmour Mais on peut faire une union, mais le problème de fond, j'avais proposé des primaires ouvertes. Ouais. J'ai créé les Amoureux de la France, j'ai proposé une primaire ouverte, ils m'ont envoyé tous balader, sauf Philippot. Après, il y a eu un concours de circonstances qui fait que j'ai beaucoup hésité à me présenter. Je me suis présenté pour sauver l'honneur sur le combat sanitaire et la liberté. Parce que je voyais que Éric, n'en déplaise, avait cédé là-dessus, que Marine ne parlait pas du tout de cette question de santé publique et de liberté. Et je me suis dit, moi j'y vais pour au moins qu'il y ait un discours sur la liberté. Liberté vaccinale, liberté de se soigner, liberté... Enfin, c'était abominable ce qu'on a vécu. Bon, j'ai fait mon devoir. Moi, mon seul objectif, c'est qu'on gagne en 2027. Donc je ne dirai jamais un mot contre les uns ou les autres, parce qu'il faudra s'unir. Et je suis convaincu qu'on peut gagner en 2027 contre Macron. Qu'est-ce que vous pensez du rôle des députés RN depuis juin 2020 ? Ils se débrouillent bien, honnêtement, ils se sont bien débrouillés, il faut être honnête. Contre Macron, c'est-à-dire qu'il va faire un 3e mandat ? Macron, il va mettre contre... Édouard Philippe, oui. On ne sait jamais, on entend ça tous les jours. Moi, je suis revenu du futur, c'était déjà Édouard Philippe. Hein. C'est vrai. Je vous assure, moi je crois qu'en tout cas, ma responsabilité d'homme politique, je ferai tout pour l'union de tout le monde, des patriotes, des républicains, parce que je sens que c'est mûr. Je sens qu'il y a eu une effraction politique et démocratique à l'occasion de ce 2017, liée à la guerre en Ukraine, liée à la propagande insupportable des télévisions, liée à la peur, à la lâcheté, enfin tout ce que vous voulez. Je pense que là, c'est mûr, que les Français commencent à ouvrir les yeux, je les vois, je suis convaincu qu'on peut gagner. Moi, mon boulot, c'est pas de faire une culture d'ego, mon boulot, c'est de faire gagner. Voilà, je ne sais pas où, comment, avec qui, j'en sais rien. L'élection d'Éric Ciotti à la tête des LR, vous en pensez quoi ? Je pense que ça ne changera rien. Et moi je fais un appel aux électeurs LR. De toute façon, on va très bien voir. Si les LR votent la réforme des retraites, ils sont morts. C'est fini. Voilà. Libre à eux, qu'ils le fassent. Mais ils seront la roue de secours des macronistes. Et on va reparler des retraites. Mais vous voyez un avenir. Tellement c'est scandaleux cette réforme. Vous ne voyez pas d'avenir pour le parti LR ? Vu les déclarations d'hier ou de je ne sais plus quand sur la réforme des retraites, c'est qu'ils sont c'est quand même le parti historique du gaullisme. Du gaullisme, pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il en reste du gaullisme aujourd'hui en France ? Le gaullisme, je veux dire, il n'y a plus c'est pas LR qui est gaulliste. À Debout la France, on est gaulliste profondément, mais il y en a d'autres, je n'ai pas le monopole du gaullisme. Ciotti, tous les 5 ans, il est gaulliste. Juste après l'élection, ça lui dure une semaine en général. Non, mais libre à lui d'avoir son interprétation du gaullisme. C'est quoi les thématiques les plus importantes aujourd'hui selon vous, Nicolas Dupont-Aignan ? L'identité comme Éric Zemmour, pour moi, le social comme Marine Le Pen, les deux, mon capitaine. Pour moi, les deux problématiques fondamentales, c'est le remplacement de population, c'est-à-dire c'est d'assimiler, et pour assimiler et réconcilier, il faut stopper les flux migratoires d'urgence, il faut déjà gérer ce qui est sur place, et ça prendra un siècle. Donc, c'est la priorité absolue. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est l'autre priorité absolue, c'est la production, la science, la technologie, l'éducation, c'est-à-dire la capacité à se projeter à 50 ans et à être une grande puissance. Voilà. Et ces deux points vont ensemble. Parce que vous pouvez avoir la relance de l'économie, de la production, de l'éducation, de la vision, même avec des populations d'origine mêlée. Mais au-delà d'un effet de seuil, il n'y a plus de cohésion. Et on y est. Donc il faut assimiler, ça ne veut pas dire rejeter, ça ne veut pas dire désigner, ça veut dire simplement on stoppe les flux migratoires, on assimile un grand plan d'assimilation. Et puis de l'autre côté, on reprend la production, la science, la connaissance. Et ça, on ne peut le faire, et c'est le troisième point, que si on redevient libre. Ça veut dire, l'Union européenne, il faut tout revoir. Alors moi, j'aime pas le mot Brexit,
mais c'est la même chose. Venons-en justement maintenant, mais il faut le faire plus malin. Cette introduction à l'actualité européenne, si vous le voulez bien, car c'est un enjeu fondamental aujourd'hui. Et vous avez toujours été en pointe sur la critique des institutions européennes. Alors le Qatargate, puisque c'est le nom que les médias lui donnent, l'affaire du Qatar, pour le dire en français, quelles leçons vous en tirez, Nicolas Dupont-Aignan? Mais que c'est une organisation corrompue. Et elle est corrompue, pas parce que c'est l'Union européenne en soi, parce qu'elle n'est pas démocratique. Parce qu'il n'y a pas un peuple européen. Donc qu'est-ce que vous proposez pour remédier à ces questions de lobbying et de corruption? Moi, j'ai toujours proposé la même chose. J'ai le même traité que j'ai publié en 2006, après le référendum gagné, qui est un traité d'Europe des nations et des projets, coopération, qui est l'Europe gaullienne des nations, c'est-à-dire qu'on supprime la Commission, on supprime le Parlement européen, on supprime la Cour de justice. Ah, on supprime tout. On supprime. On a un secrétariat général allégé, qui fait fonctionner un marché unique, parce qu'il y a un marché qui ne va pas tout détricoter, d'ailleurs même les Anglais ne l'ont pas détricoté, et on reprend notre liberté en projets de coopération industrielle, scientifique, à géométrie variable, selon les projets. On fera tel projet avec tel projet avec l'autre, et on se sert de l'idée européenne, qui n'est pas achetée, pour peser dans le monde, mais sur des projets. Voilà, c'est tout. Et ça ne veut pas dire qu'on est anti-européen. Le français sera toujours européen, il est continental. Donc on n'est pas une île, on est dans le continent. Simplement, on peut faire une très belle Europe des nations et des projets. Mais il faut bazarder toute cette superstructure au sens marxiste du terme, qui s'est emparée de tout, qui nous a piqué la démocratie. Et cette corruption, c'est une spécificité européenne ou ça existe aussi en France, d'après vous? Ça existe en France. Ça existe en France puisque nous ne sommes plus une démocratie. Qu'est-ce que nous sommes alors? Nous sommes une oligarchie. Nous ne sommes pas une dictature. Nous sommes une oligarchie. Nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes une oligarchie. Les principaux médias sont détenus par les oligarques du régime. Les entreprises qui décident ne sont pas celles qui produisent. Gênant. Voilà, donc il y a quand même un problème. Eh bien écoutez, en tout cas, ça tombe bien. C'est une belle transition vers le premier débat de cette soirée intitulé « La France est-elle encore souveraine ?» À tout de suite. La France est-elle encore souveraine? Guerre en Ukraine, crise énergétique, soumission à l'OTAN, dissolution de l'Union européenne. Quel est l'état de la souveraineté française et comment la rétablir? Voilà. Alors, cher Nicolas Dupont-Aignan, mes chers sociétaires qui m'accompagnaient ce soir, nous allons donc revenir sur une thématique qui est de plus en plus dans l'air du temps. Cette thématique, c'est celle, bien sûr, de la souveraineté. On parle de plus en plus de souveraineté qu'on nous met à toutes les sauces. Souveraineté énergétique, souveraineté industrielle, souveraineté numérique, et j'en passe. Mais on voit qu'il y a plusieurs définitions et échelles de souveraineté. La souveraineté, elle est de nouveau une notion qui fait consensus, mais pas de la même manière partout. À droite, elle est nationale, quant à gauche et au centre, elle serait plutôt européenne. Nous allons donc en débattre tous ensemble. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, cher Nicolas Dupont-Aignan, pour cadrer ce débat, elle est très simple. La souveraineté, c'est quoi? Qu'est-ce que recouvre ce terme utilisé aujourd'hui, à tort et à travers, si j'ose dire? C'est la liberté, c'est la démocratie. Et c'est pourquoi elle ne peut être qu'au niveau national. Parce que la démocratie est au niveau national. Après, il peut y avoir des combinaisons de souveraineté. On peut exercer notre souveraineté nationale par des coopérations. Je prends un exemple, on a fait Airbus, on a fait Ariane, bon. Mais entre nous, Airbus et Ariane, c'était une armature française agrégée de quelques appuis. C'était pas le bordel qu'on voit aujourd'hui. Et donc la souveraineté, c'est l'unité de décision. C'est la clarté, c'est la responsabilité. Voilà. Alors, pourquoi ce mot il revient à la mode, selon vous? Il revient à la mode parce que c'est la faillite d'un système d'abandon de souveraineté. Ils ne peuvent pas nier la réalité. Quand on ne peut plus avoir d'antibiotiques pour enfants dans nos pharmacies, vous ne pouvez plus tricher, vous ne pouvez pas dire Dupont-Aignan est un dingue, vous ne pouvez pas dire Marine Le Pen est folle, Mélenchon est dingue. Il y a un moment, vous n'avez plus d'antibiotiques pour enfants. Vous ne pouvez pas dire qu'il est dingue parce qu'il y a Didier Maistre qui est là, il oui, mais Mélenchon. Je connais bien, mais je le connais par cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dingue et que moi non plus je ne suis pas dingue. Hein. C'est un syllogisme. Tu aurais donc changé d'opinion. Quand vous ne trouvez pas de médicaments pour enfants, c'est bien la conséquence. Là, vous ne pouvez plus tricher, donc vous êtes obligé de prendre un discours. C'est ce que fait Macron, il est habile.
Il reparle de souveraineté. Et comme il ne veut pas traiter le problème... Et c'est droite, la souveraineté Non, mais c'est la France, la souveraineté. Arrêtez avec la droite et la gauche. Mélenchon nous fatigue avec sa gauche, d'autres nous fatiguent avec leur droite. Quand un pays est en train de crever, de disparaître, ou devenir un pays de seconde zone, enfin, moi je veux bien qu'on devienne... voilà, bon, je ne veux pas dire de mots méchants pour des pays voisins. Mais si on devient un petit pays qui suit, bon, c'est pas intéressant. Hein. Un pays libre, c'est un pays qui maîtrise son destin et qui pèse sur le monde. Voilà, il doit reconquérir sa souveraineté. Mais là, Macron, il a compris que les gens avaient compris, que ça marchait pas. Et comme il sait que le français aussi veut un peu le beurre, l'argent du beurre et la crémière en même temps, il a inventé ce truc génial et complètement faux de la souveraineté européenne. Oui, c'est ça le problème, en fait. C'est que et il trompe les gens là-dessus. La souveraineté, c'est finalement un peuple qui se dote, qui a conscience d'exister en tant que peuple et qui se dote d'un outil philosophique, moral, politique, incorporel, immatériel, qui est la souveraineté. C'est la conscience qu'un peuple a de lui-même pour pouvoir exister et exercer son pouvoir sur les décisions qui le concernent. Toi, tu serais chevènementiste si Chevènement était encore dans le jeu. Mais peu importe, c'est pas une question de droite, effectivement. J'ai compris encore envie. Non, Chevènement, on va pas être trop cruel, puisqu'il gagate, il est avec Macron. Un naufrage. Voilà, la question, c'est qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne, parce qu'il n'y a déjà pas le sentiment d'appartenir à un même peuple, parce qu'au sein même de cette Europe, ce qui a été organisé, c'est la lutte entre les différents États, ne serait-ce que d'un point de vue fiscal. On a beaucoup parlé de dumping, mais en fait, c'est même pas du dumping. C'est l'Union européenne qui, en son sein, a organisé des paradis fiscaux avec l'assentiment de la Commission. Donc, chaque fois qu'on me parle d'exil fiscal, ça me fait rire. C'est parce que c'est, en fait, simplement la Communion, la Communion, vous voyez, je fais des lapsus révélateurs. La Commission européenne qui communie avec Madame von der Leyen pour octroyer finalement ces zones de non-droit où la compétition est exacerbée entre les différents États. Il ne peut pas y avoir de communauté européenne s'il n'y a pas une communauté de destin, une même langue, une même culture, un même niveau social et économique. On peut bien sûr corriger les disparités, ce qui a été fait au début de l'Union européenne, avec notamment les anciens pays de l'Est et les pays du Sud, qui se sont remis à niveau, mais on voit bien aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne. D'abord parce qu'il n'y a pas de démocratie européenne, parce que l'Europe est complètement aux mains des lobbies. Je rappelle que Madame von der Leyen... Oui. Le truc le plus grave, parce qu'on a parlé du Qatargate. Oui, je n'ai pas reparlé de von der Leyen. Le Qatargate, c'est grave, mais il y a plus grave que ça. Oui, c'est l'affaire des vaccins. Voilà. L'affaire des vaccins. Et pourquoi l'affaire des vaccins? Parce que Madame von der Leyen, est mariée... Rappelez de quoi il s'agit. Alors, Madame von der Leyen est mariée à Heiko von der Leyen, qui est un baron, la vieille aristocratie allemande, qui a investi via sa société américaine, qui s'appelle Orgenesis, dans les thérapies géniques et les vaccins, notamment les thérapies géniques ARNM et compagnie. Bon. Il crée... Alors déjà, elle avait été exfiltrée en tant que ministre, rappelez-vous, elle avait livré le ministère de la Défense allemand au lobby. Et de justesse, Madame la chancelière Angela Merkel l'avait exfiltrée pour la nommer à la tête, la faire imposer à la tête de la Commission européenne. Je referme la parenthèse aussi. En fait, avec... c'est tous les détritus qu'on a à la tête. Ce qui est terrible... Nous, on les met dans des trucs... Non, mais ce qui est terrible, il faut bien comprendre ce mécanisme. On a accepté. Il faut bien comprendre ce mécanisme, c'est que Monsieur von der Leyen, via sa société américaine, crée des filiales factices financières sur le sol européen, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, partout. Il se nomme PDG ou directeur médical. Il prend l'argent des fonds de relance européens que nous finançons tous, et il dissout ces sociétés. C'est ça le véritable scandale. Et il y a des programmes, notamment... Vous avez des preuves de tout ce que bien vous sûr. là, Bien sûr que j'ai des preuves. J'étais le premier à le sortir. Il y a une députée qui est active, c'est Michèle Rivasi, oui, tout à fait. qui est députée européenne. Quoi, il y a des députés, et pourtant, elle est verte. Elle est écologiste. Je ne porte pas les verts spécialement dans mon cœur, parce qu'ils sont un peu spéciaux. Mais là, elle est vraiment concentrée sur le sujet. C'est gravissime, parce que le Qatar, c'est une goutte d'eau à côté de ça. Parce que là, c'est finalement légal, en apparence, en tout cas, c'est un peu le Canada Dry, ça a tous les aspects de la légalité. Bon, vous voyez, vous avez un couple
qui vient pomper tous les fonds de relance que nous finançons, qui dissout ensuite les sociétés et qui, bien sûr, elle a perdu les SMS avec le PDG de Pfizer. Et qui n'a aucune légitimité démocratique en plus. Aucune. C'est ça qui est terrible. Donc vous voyez, bien sûr, non seulement il n'y a pas de souveraineté européenne, il n'y a pas de démocratie européenne, mais je suis d'accord, oui, il faudrait dissoudre à la fois le Parlement, la Commission, la Cour de justice européenne, qui ne sont en fait que la continuité des lobbies qui ont intérêt à déréglementer, c'est ce qui se passe tous les jours, et effectivement l'Europe, depuis en tout cas la chute du mur de Berlin, est profondément allemande et uniquement allemande. Ce qui n'empêche pas le chancelier d'aller, après avoir serré vite fait, et avec beaucoup de recul et de dédain, une main molle à M. Macron, partir avec des chefs d'entreprise à Pékin pour vendre toute sa technologie et négocier son prix de l'énergie. Ce que je voulais dire, c'est que le drame, c'est que l'Allemagne défend ses intérêts. Bien sûr. Et moi, je lui en veux pas de défendre ses intérêts. Je ne vais pas déclarer la guerre à l'Allemagne. Je demande que la France défende ses intérêts. Et le deuxième point qui est très intéressant, c'est que les États-Unis et Biden, sous ses airs gâteux, ne l'est pas tant que ça. Et, il est plusieurs en même temps. Oui, enfin, oui. C'est ça. Il y a des gens qui sont autour de lui. Attendez, parce que lui, il reste que si on avait dit pendant Trump que son successeur démocrate ferait exactement la même politique de subvention, de taxation des produits chinois, etc., tout le monde aurait dit c'est pas vrai, etc. Il reste que les Américains sont engagés, et on va parler de l'Ukraine, j'espère, à travers la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est le moyen pour les États-Unis et la Chine d'assurer leur domination mondiale et de détruire l'Europe. Parce que ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que nous, qu'on traite de nationalistes... La France est un vassal de l'OTAN, c'est ça? Non, mais au-delà de ça, nous, qu'on traite de nationalistes, de tout, on est les meilleurs défenseurs de l'Europe au sens général du continent européen, face à la Chine et aux États-Unis. On a la seule armée aussi. Non, mais au-delà de ça, idéologiquement, non, mais je parle de nous, là, politiquement, c'est-à-dire, ce qui est quand même fascinant, c'est que ces gens qui se disent européens toute la journée sont en train de détruire l'Europe, de la livrer à la Chine d'un côté, aux États-Unis de l'autre. Or, si on veut que l'Europe pèse au XXIe siècle, il faut qu'elle rende aux nations leur vie quotidienne, et il faut en revanche qu'ils aient une vision à trois... Il y a 3 pays en Europe. Il y a l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Elle existe encore du point de vue diplomatique, la France? Mais non, mais elle a complètement abandonné parce qu'elle est alignée sur les États-Unis et parce que Macron est un petit agent américain. Donc, l'enjeu, là, c'est vraiment de... Ce conflit en Ukraine, pour moi, me hante parce qu'il signifie la fin de l'Europe pour 50 ans. Et c'est une plaie béante qui nous sépare de la Russie, qui est élémentaire pour l'avenir de la France et de l'Allemagne. France, Allemagne, Russie, c'est vital. Et qu'est-ce qu'il faut faire sortir du commandement intégré de l'OTAN? Non, mais au-delà de sortir, bien sûr, moi j'ai toujours dit qu'il fallait revenir au système... Comme le général de Gaulle. Comme le général de Gaulle, exactement. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une question de mentalité. C'est de se dire, le monde est multipolaire. De Gaulle avait eu le génie, en pleine guerre froide, d'imaginer un monde multipolaire. Aujourd'hui, on a le monde multipolaire. On a l'Inde, on a la Chine, on a les pays d'Afrique. Ils ne suivent pas du tout la position américaine. Et donc, on devrait... Enfin, moi, j'aimerais une France qui, sur l'Ukraine... Moi, j'ai fait une conférence de presse le 7 mars, c'était le jour de mon anniversaire. Pendant la présidentielle, il n'y avait personne, il y avait 2 journalistes, pour proposer un plan de paix tout de suite. Il fallait dire retrait russe, retrait de l'OTAN complet, neutralité de l'Ukraine, donner le Donbass et la Crimée à la Russie, et on a un équilibre. Et on sauve l'Europe. Et non, on rentre tête baissée dans un suicide continental. Vous savez qu'en disant ça, vous allez vous attirer les foudres. Mais je me attire déjà, je m'en fous complètement. Et les gens savent très... Mais l'opinion française sur l'affaire de l'Ukraine et de la Russie est beaucoup plus lucide et beaucoup plus fine qu'on le croit. Simplement, en revanche, j'ai perdu toute invitation dans beaucoup de chaînes de télévision. Je ne suis plus invité sur LCI, qui est devenue... LCU, c'est LCU maintenant, la chaîne Ukraine. Radio Ukraine. Je ne suis plus invité dans beaucoup d'endroits parce que, déjà, il y avait le vaccin. Alors, en plus, l'Ukraine... Ouais, là, je suis... Vous les accumulez. Mais je vais vous dire, si aujourd'hui... l'Europe est allemande, parce qu'il faut dire les choses, voilà, l'Europe est allemande, c'est aussi un peu de notre faute, bien sûr. La France. Bon, on envoie à chaque fois les seconds, les troisièmes couteaux. Je vais raconter une anecdote, parce que moi, il se trouve que je fais, une fois par mois, je fais des émissions au Parlement de Strasbourg avec le député Virginie Joron qui m'invite
que je remercie d'ailleurs. Je la remercie parce qu'elle est courageuse. Très courageuse. Et donc, il se trouve que j'ai pris le train le matin, à 7h du matin, avec Agnès Evren, députée européen et président de la fédération LR de Paris. Mon pauvre. Elle est venue... J'ai pas eu de chance. T'avais pas de la musique, une merde, un téléphone elle est venue, elle est quand même députée européen. Ce jour-là, il y avait des votes importants. Elle est venue avec sa trousse de maquillage. Il faut se pointer aussi. Pour, Oui, bien sûr. Elle est venue avec sa trousse de maquillage. Et puis, on est partis ensemble, quoi. Et puis, elle est repartie de Strasbourg à midi sur Paris. Voilà. Et donc, c'est ça le député européen français aujourd'hui. Et puis, il faut savoir aussi une chose, parce que moi j'invite les gens... Bellamy travaille pas mal, d'après ce que j'ai vu. Oui, mais il est un des rares. Il est très minoritaire. Vous avez, par exemple, des Morano, des Rachida Dati, à l'époque, qu'on envoyait à Strasbourg parce qu'ils avaient perdu une circonscription ici en France. Et c'est pareil aussi pour les commissaires européens. Lorsqu'on a mis Monsieur Breton maintenant, ou Monsieur Moscovici qui était complètement blacklisté. Voilà. Monsieur Breton qui fait la leçon à Elon Musk. Voilà, qui fait la leçon à Elon Musk. Oui. Mais moi je vais vous dire... il faut vraiment aller au Parlement européen, à Strasbourg en tout cas, pour voir ce que c'est. Moi je suis un ancien attaché parlementaire, donc je connais l'Assemblée, je connais le Sénat, j'ai fait ça presque 10 ans de ma vie, et lorsque je suis rentré au Parlement européen de Strasbourg, franchement, j'ai été très surpris. J'ai eu l'impression de voir une start-up. Ça ne ressemble pas du tout à un parlement. Ça ressemble à Google ou à Facebook. Ça ne parle d'ailleurs qu'anglais. C'est fini. Il n'y a plus de France. J'ai d'ailleurs l'impression d'être à l'étranger ou d'être chez les Germains ou chez les Scandinaves. C'est très ça. Et puis, vous êtes fliqués de partout. Lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous devez être constamment avec un attaché parlementaire qui a une carte parce qu'il y a des portiques partout. Il y a des portiques partout. On ne peut pas se déplacer librement. Même pour sortir du Parlement, on a besoin d'être accompagné d'un attaché parlementaire. Vous imaginez le truc. Et puis, lorsqu'il y a des votes dans ce fameux Parlement, les votes ont déjà été... C'est déjà pipé parce que ça a déjà été vu une semaine, 10 ou 15 jours à l'avance avec les groupes. Et donc, il n'y a pas de démocratie. Mais c'est nous, ça, qui l'avons voulu. Et c'est nous qui avons trouvé ça bien. Écoutez, ça fait 20 ans que je bataille, j'ai bataillé contre tous les traités. Mais il faut dire aux gens quel est le fonctionnement réel de l'Europe, parce que les gens ne le connaissent pas. Mais est-ce que vous allez vous présenter aux élections européennes Moi, je recommence pas les européennes, parce que moi, quand j'arrivais, j'avais l'impression d'aller à la commandantour. Donc c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Psychologiquement, je n'y arrive pas. D'ailleurs, je pense que j'ai tout fait pour faire perdre ma liste, parce que je voulais pas y aller siéger, en fait. Mais ça, je devrais pas le dire, ça se dit pas. Mais où est-on le plus efficace député non, mais sans doute. National, mais j'avais pas les... On va voir ce qu'on fait pour les européennes. Je peux pas vous dire aujourd'hui. Moi, je réfléchis qu'avec une idée. Une liste. On va voir comment on s'organise. Je peux présenter une liste, mais je voudrais pas que Philippot fasse une liste, moi une liste. On va pas multiplier les listes. Éric Zemmour une liste. Enfin, faut arrêter. Moi, j'ai beaucoup réfléchi après 2022. Je vous l'ai dit, je ferai tout pour qu'il y ait l'union le maximum, parce que je pense que notre électorat ne supporte plus ces défaites à répétition en raison des égos, ces petites phrases. Le pays est en train de disparaître et on a une responsabilité là devant l'histoire. Donc, je ne sais pas encore ce que je ferai, on en discutera avec mon mouvement. Je ne peux pas vous le dire, mais la seule chose que je sais, c'est qu'il faut qu'on soit le plus puissant possible pour se faire entendre. Et on verra comment on va agir. Greg, j'ai pas la bien réponse. silencieux jusqu'à maintenant. Je vous la donnerai dans 6 mois. Greg, la souveraineté... on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde autour de cette table considère que la France n'est plus souveraine ? La souveraineté, je sais pas, c'est assez simple, c'est juridique en fait. Est-ce qu'à un moment, une entité politique, personne privée ou une personne morale, a pu t'imposer une loi sans que toi, un de tes parents ou un de tes grands-parents ait à un moment mis un petit bout de carton dans une urne? Si c'est le cas, c'est que tu n'es plus en souveraineté. Tu n'as plus de souveraineté. Point. C'est aussi simple que ça. Bien sûr. C'est pas une question même de démocratie ou autre. C'est qu'à un moment, tu as consulté juste... Oui, mais on peut avoir un régime qui te consulte pour juste
balancer ta souveraineté. Aujourd'hui, Macron, il nous dit qu'il faut la partager avec l'Allemagne. Enfin, il y a des choses très, très surprenantes. Et vous disiez, oui, mais c'est pas une notion de gauche et de droite, etc. Je pense qu'au contraire, il faut le rappeler aux gens, parce qu'il y a quelque chose qui est nouveau dans notre société. En tout cas, j'ai l'impression, c'est que beaucoup de gens, à l'exception de quelques hurluberlus parfois, c'était une position très marginale de rejeter la souveraineté. On rejetait le nationalisme. Quand la France a perdu cette souveraineté? Je pense depuis Macron. Alors, pas qu'elle l'a perdue, mais qu'elle se met à considérer que, idéologiquement, intellectuellement, c'est une valeur contestable comme une autre et dispensable. Il y a quelque chose qui est assez nouveau. Il y avait guère que quelques hurluberlus dans les années 80, 90, voire 2000 pour dire la souveraineté, c'est quelque chose de mal. On disait le nationalisme, c'est quelque chose de mal. L'identité, c'est quelque chose de mal. Mais la souveraineté, le fait que, in fine, le peuple français décide, était quelque chose d'assez peu contesté du point de vue idéologique. Aujourd'hui, ça avait quand même vachement une connotation de droite. Hein. Mais même royaliste. Oui, voilà, très royaliste. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression... Encore il y a quelques années, tu me parlais de souveraineté, c'était assez... Mais parce que c'était acquis pour tout le monde droite, que tu devais forcément parler d'autre chose. Aujourd'hui, regarde, il y a quelque chose qui est doublement nouveau. C'est un fossoyeur, selon vous, de cette C'est un fossoyeur, et c'est un fossoyeur, je le pense, un trait à la patrie, selon vous? Volontaire, oui, j'irais jusqu'à dire ça, je ne suis pas une emmerde près, mais aujourd'hui, vous avez une contestation de la notion de souveraineté à la fois à gauche du spectre politique français. Quand je parle de gauche, je parle de tout ce qui se situe à gauche du PS. Quand je parle de droite, je parle de tout ce qui se passe à droite de LR. Hein. Sinon, c'est du centre. Un Mélenchon de 2017 avait un discours beaucoup plus souverainiste que maintenant, et même dans ce qu'on appelle l'extrême droite. Tu fais non, mais même dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême droite, qui n'est pas une entité politique, mais au moins trois, mais ça, c'est ce qu'oublient souvent les analyses de l'extrême droite, parce qu'on ne peut pas comparer. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Que les NR, le nationalisme révolutionnaire, ce n'est pas idéologiquement la matrice de l'action française, qui n'est pas la matrice de l'idéologie identitaire collaborationniste de Vichy. C'est pas la même chose. Mais on a un retour de ces gens qui pourtant on pensait être les plus... Enfin, l'extrême droite, c'est toujours le mot pour disqualifier. Oui, mais c'est des familles politiques. C'est des familles politiques. Aujourd'hui, vous avez l'apparition de confrères vidéastes, que je ne vais pas nommer, qui sont très influents, hein, et qui vous disent « les souverainistes, c'est de la merde ». Vous avez aujourd'hui toute une frange de la droite dure pour qui le souverainisme, c'est de la merde. Ils parlent de la notion que vous avez rejetée de peuple européen. Et qu'ils sont prêts à ce qu'il n'y ait plus de président de la République, qu'il n'y ait plus d'élection en France, parce que c'est secondaire par rapport à la question de l'identité. Elle n'est pas nouvelle, cette extrême droite-là, qui n'est l'extrême droite de personne ici, hein, je pense, et qui est celle qui... C'est la phrase débile de De Grelle pendant la guerre, qui disait « Sans Jeanne d'Arc, on aurait fait l'Europe plus tôt ». Une connerie sans nom. Et bien ces gens-là sont de retour, ceux qui collaient les affiches de Giscard à l'époque, ces gens-là qui haïssent la France, et qui sont... Normalement, la droite était immunisée depuis des années à ça. Non, moi je reviens sur Macron et les prédécesseurs. Pour moi, Macron assume la liquidation de la souveraineté française. Oui. Il l'assume. À la différence des autres qui la dissimulaient. Il l'assume. Et qui étaient des fauchetons. Mais Sarkozy, Hollande avant lui. La disparition de la souveraineté française est antérieure à Macron. Le processus est antérieur. La signature, et pour moi, et c'est pourquoi j'ai quitté, et je ne pouvais pas rester une minute de plus à l'UMP, c'est que moi je me souviens très bien de cette conversation avec Sarkozy dans son bureau de ministre de l'Intérieur, janvier 2007, où je vais le voir pour lui dire que je vais être candidat. J'ai pas réussi à l'avoir mes signatures, mais j'avais envie. Et parce que je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire sur le résultat du référendum? Et il me dit, je le vois encore près de sa cheminée à mettre ses bûches, il me dit, le référendum, je fais voter un nouveau traité. Le même, mais tu vois, avec des petites différences pour que les gens voient pas que c'est le même. Et je lui dis, pardon? Et je lui dis, mais tu le fais voter par référendum? Il me dit, oh bah non, on va le faire voter par le Parlement, les socialistes sont d'accord. Tout est déjà préparé, les socialistes sont d'accord, on fera voter ça par le Parlement, et toi tu serais très bien comme ministre pour dire c'est pas le même traité. J'ai voté non, je fais partie du gouvernement, je te vois très bien, ça serait formidable, on travaillera ensemble et tout. Je lui dis, moi excuse-moi, mais ciao, je démissionne de l'UMP si tu fais ça. C'est clair, je ne peux pas accepter, j'ai milité pour le non au référendum, et tu vas trahir le référendum, tu vas casser la démocratie française. Et pour moi, le vrai signal, c'est qu'à partir du moment où les Français avaient voté non à la dissolution de la souveraineté française, de voir la classe politique, parce que c'était pas que Sarkozy, c'était Sarkozy et les socialistes. Et si ça avait été un président Ségolène Royal, elle aurait fait la même chose.
Ils auraient fait les mêmes choses, les deux. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'acte de décès de la démocratie française, c'est l'acte de disparition du Parti socialiste d'un côté et des Républicains de l'autre. Ça a mis 15 ans. En fait, 15 ans. Mais il y a du temps long en politique. Parce que les gens ne sont pas cons. Et les gens ont très bien compris que le Parti socialiste, c'était des faux culs, et que les Républicains, c'était des faux culs. Et sur cette question fondamentale européenne. Entre faux culs, ils s'entendent bien, quoi. Mais Macron les a rassemblés. Et c'est normal. En fait, si vous regardez le temps long, c'est très intéressant. Nous, ça nous frustre parce que c'est usant. Et puis on se dit, voilà, quand est-ce qu'on va pouvoir redresser le pays? Mais le temps long, l'entre-deux-guerres a duré 20 ans, la monarchie a duré quand même un certain nombre de siècles. Bon, bref, c'est long. Ça prendra encore c'est du temps. long. Mais c'est très cohérent ce qui se passe. Et là, le Parti socialiste est mort. Ça y est, il a été absorbé par Mélenchon, ce qui restait, puis les autres, ils sont chez Macron. Et ça va être la même chose avec les Républicains parce que c'est la conséquence du crime du traité de Lisbonne. Et nous, maintenant, notre boulot, c'est de reconstruire, ça aura mis 15 ans de transition, c'est de reconstruire et de dire aux Français, là, en 2027, et j'espère avant, parce que moi, je ne me résous pas à attendre 4 ans. Et c'est pour ça que je trouve lamentable les discussions entre RN et LFI. Entre nous, les LFI sont minables à l'Assemblée. Vraiment, dis-leur qu'ils arrêtent leurs conneries. Moi, je suis parti oui. avec fracas. Hein. Oui, non, mais je sais, c'est insupportable. Dis-leur, oui. Non, mais... dis-leur. Je pensais à l'autre, moi. Mais c'est vrai. Non, mais ne pas voter un texte parce que le RN le dépose. Quand vous voyez que la réintégration des soignants, les soignants suspendus qui sont exclus, méprisés à terre, LFI ne veut pas voter la proposition RN. Non, mais putain, mais là, excusez-moi. Mais c'est la honte absolue. On est dans le vrai problème. On est majoritaire à l'Assemblée sur plein de choses. Alors, Didier, là-dessus, parce que c'est un seul problème. Toi qui les as vus de près. C'est le problème de la représentativité française. C'est qu'il y a finalement un tabou qui est celui de l'immigration, etc. Donc il y a ce point d'achoppement, les gens... Et donc dès que le Rassemblement national propose un texte ou à l'inverse, oh là là, quelle horreur. Bon, le vote est personnel. Tout vote impératif est nul, c'est dans la Constitution. Il ne s'agit pas, personne ne peut croire en France, aujourd'hui, que le Rassemblement national et la France insoumise vont s'unir pour faire une plateforme de gouvernement. Donc, comme LR... Mais de la voter les uns contre les autres, alors qu'ils non, mais ont c'est bien c'est absurde. Mais c'est bien ce que je dis. Non, mais ça veut dire que France Insoumise, je finis. France Insoumise travaille pour terminer, Macron, Didier. c'est tout. Faut dire les choses. Ça veut pas dire ça. Mais si, c'est les idiots utiles de Macron. À la fin, comme les syndicats, c'est dommage. Conséquemment, à la fin, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement... Mais LR est victime du même syndrome, puisque j'ai entendu, on le connaît bien, Olivier Marleix, qui est loin d'être idiot, et qui a eu des positions souverainistes sur l'industrie, etc. Mais là, il s'est complètement discrédité, puisqu'il va voter les retraites, effectivement, avec la Macronie. Donc, effectivement, il faudrait pouvoir, quand il y a une motion de censure qui est déposée, ça ne veut pas dire s'unir, ça veut dire voter majoritairement ce texte, qui correspond à ce que pense ce que souhaite une majorité de Français, quitte à reconvoquer des élections et éclaircir la situation. Et pour revenir sur la classification extrême droite qui est très intéressante, effectivement, je vais être très bref, il y a une extrême droite indo-européenne, si j'ose dire. C'est un peu les WASP, l'analogie, quoi. Hein. C'est très à la mode d'insulter voilà, les white anglo-saxon souverainistes, protestant, quoi. Donc ils considèrent que... Qui arrive en France. Il y a presque mais c'est marginal. Non, mais c'est marginal, mais... C'est marginal, mais il y a un combat culturel... Non, c'est pas marginal chez les jeunes. Non, c'est pas marginal chez les jeunes. Il y a un combat culturel qui est mené... C'est même majoritaire chez les 18-25. Quand vous disiez... Majoritaire, peut-être. Majoritaire chez les jeunes de droite. Chez les jeunes de droite. Et ça, c'est dangereux. Quand vous disiez à l'époque, oui, mais les politiciens, l'abandon de souveraineté, ils le cachaient. Oui, parce qu'on ne pouvait pas arriver en disant je suis de gauche, et a fortiori même de droite, et dire je suis contre la souveraineté. Et je pense qu'on va avoir un discours anti-souverainiste, où ce sera même marqué dans les prospectus, nous, c'est l'abandon de la souveraineté. Ça pourra être vu comme une valeur positive. À droite, comme les souverainistes sont des lâches qui abandonnent l'identité, et à gauche, comme qui ne comprennent pas la diversité. Et quand je vois des gens aujourd'hui qui me disent, t'es potes avec Kuzmanovic, vous êtes sur la même ligne, etc. Qui c'est Georges Kuzmanovic, président, voilà, un ancien LFI qui est parti au Rassemblement national. République souveraine, et qui est maintenant, et on me dit, mais quel est le problème avec Kuzmanovic? Il est souverainiste, donc de facto, je le vois 10 fois par jour, ne peut pas être de gauche.
Voilà. Et ces mêmes discours vont arriver à droite, et je pense que ce sera un discours comme un autre. On ne réussira à gagner, parce que l'enjeu... Enfin, je suis toujours surpris de voir que... Comment vous dire ? Que les gens coupent les cheveux en 4... alors que le pays coule, quoi. Et l'enjeu, comme dans la Résistance, il y avait des gens qui venaient de l'Action française, il y avait des communistes, il y avait tout. L'enjeu, c'est de sauver le pays. C'était l'union sacrée de Gaulle. Hein. Mais oui, c'est tellement prégnant. Moi, je le ressens par tous les fibres de ma peau. Non, mais à un moment, l'intérêt supérieur du pays... On laisse terminer, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'intérêt supérieur du pays. On est en train d'être pillé. Le pays est pillé par une espèce d'oligarchie qui fait disparaître la France. Ça ne prend pas électoralement. Électoralement, ça ne prend pas. Attendez, ils sont quand même en péril. Ils n'ont pas eu la majorité. On n'a jamais vu, quand même. On progresse. Moi, alors, c'est peut-être parce que j'ai toujours cet optimisme qui me permet de rebondir toujours, parce que sinon, avec tous les coups sur la tête que j'ai eus... Bon, mais moi, je suis convaincu que la résilience est très importante dans la vie personnelle comme politique. Vous y croyez toujours Ah, mais moi, toujours. Jusqu'à ma mort, j'y croirai. Mais sinon, je ne peux pas me battre. Si j'y crois pas, je ne peux pas me battre. Et mon boulot, c'est de me battre. Donc, j'y croirai jusqu'au bout. Parce qu'il y a toujours une chance. L'histoire de France, regardez l'histoire de France. Si Jeanne d'Arc n'avait pas cru, le général de Gaulle croyait qu'en 40, même en 44, avant d'arriver à Bayeux, il disait dans l'avion à son aide de camp, personne ne va m'accueillir, je vais me retrouver tout seul à Bayeux. Il arrive à Bayeux, il y avait une foule gigantesque. Donc, et apparemment, vous n'avez pas envie de lâcher quand même? Mais pourquoi lâcher? En disant c'est une cause perdue. Non, mais la France ne peut jamais être une cause perdue. Et ça ne peut pas être une cause perdue, la France. D'abord, on est redevable vis-à-vis des millions de Français qui y croient, et qui sont plus nombreux que vous croyez. Et puis ensuite, on n'a jamais été aussi près de la victoire, contrairement à ce qu'on croit. Ils ont peur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont si totalitaires. Ils ont peur, leur système s'écroule. Ils ont été obligés d'abord de se mettre ensemble. Ah ben oui, la gauche du gouvernement et la droite du gouvernement ne pouvaient plus y arriver seuls. Avec Macron, ils se sont mis ensemble. Et puis, à chaque échéance, ils diminuent. Ils deviennent de plus en plus autoritaires, ils ont tous les médias, mais leur pouvoir est faible. Donc, c'est le moment où il faut absolument unir tout le monde, faire un programme de salut public, dire aux uns, abandonner un peu sur l'identité, on va faire l'identité, mais ce qu'il faut, la souveraineté, le social, et puis on y va. Et puis après, on sauvera le pays, et puis vous aurez le temps de vous disputer. Avant 2027 ? Alors, mon idée, mais j'y arrive pas, c'est de faire entendre raison des deux côtés, en disant, votez une motion de censure, moi j'ai voté les 10. Bon... Ça, il n'y a que moi, mais bon. Mais tant que les LR ne la votent pas... non, les LR, hors LR déjà. Hors LR déjà. Je dis à chaque fois à Marine Le Pen, je dis aux gens de LFI, je dis aux autres, votez tous à chaque fois. Montrez aux Français que vous êtes capables de surmonter vos différences. Ils ne veulent pas, enfin... Mais oui, mais c'est ridicule. Mais qu'est-ce qu'ils vous répondent, du coup? Ah bah, ils me répondent non, mais je leur dis, ça n'a pas duré 4 ans. Ça finira dans le sang. Donc il faut qu'avant les 4 ans, on arrive à voter cette motion de censure et que le gouvernement tombe et qu'on ait une dissolution et que les Français arbitrent. Mais pourquoi ils voteraient cette motion de censure à LFI alors qu'eux-mêmes ont appelé à voter Macron de façon indirecte quand même? Vous avez raison. Donc, oui, mais je vais vous dire, s'ils attendent trop... Attention, les Français vont commencer à souffrir de plus en plus. Là, on va rentrer dans le dur. Que franchement, ils ne servent à rien à l'Assemblée nationale. On a cru en eux, oui, etc. Et finalement, ils ne servent à rien, si ce n'est faire des petits jeux politiques et des petites esclandres à l'Assemblée pour faire le spectacle. Mais vous avez raison, mais attention. Attention, moi je leur dis une chose aux deux. Je leur dis, si vous ne votez pas la motion de censure, vous allez perdre vos électeurs à force. Et donc il y a un moment... À mesure que les Français vont encaisser des chocs difficiles, ceux qui ne seront pas en pointe vont perdre du terrain. Et donc, à un moment, ils vont peut-être se sentir obligés d'agir. Et même les LR qui collaborent sur des trucs, il y en a une vingtaine qui vont... Mais il y en a une quarantaine qui vont peut-être, à un moment, avoir un instinct de survie. Vous savez, les choses peuvent évoluer vite. Vous ne savez pas ce qui va se passer avec la réforme des retraites. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an. On va en parler, c'est l'objet du second débat. Notre boulot, en tout cas, moi, mon boulot, c'est de dire aux gens, ne vous résignez pas, gardez de l'espoir et battez-vous. Puis après, on verra. Chers amis, vous savez qu'on a aussi une petite particularité, une originalité dans cette émission, comme au temps du fameux droit de réponse, je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous avons un caricaturiste en live, donc on peut applaudir, qui s'appelle Ignace. Et donc... Voilà, bravo Ignace, et très bonne année à toi.
Alors Ignace qui est dans l'ombre, mais qui gratifie chacun des participants à cette émission en live d'une caricature. Alors on va commencer par la première, celle de Mike Borowski pour une souveraineté par la monnaie, libérer le capitaine Juvin Brunet et son franc libre. D'ailleurs, as-tu des nouvelles du capitaine Juvin Brunet? Oui, il est en détention. On lui a détention politique, ça. Oui, à la prison de Draguignan. Et puis bon il a tendu soutien des gens parce que voilà, ils lui ont même pas donné de quoi payer son avocat. D'accord. C'est dingue, hein? Incroyable. Faut qu'on en parle ça après. Bon, ça vous choque, ça, oui? Bien sûr que ça me choque. Alexandre Juvin Brunet puisse être on va en parler. Pour avoir battu monnaie, enfin c'est ça, frappé monnaie. Mais il a fait une monnaie locale, ce qui est totalement légal. Mais comme il a eu énormément d'afflux d'argent, je pense que l'État a pris peur, la Banque de France en tout cas a pris peur, et puis voilà, il fallait lui couper la tête, quoi. Bon, tout simplement. S'il nous regarde, donc on peut quand même lui transmettre une amicale pensée. Myriam Palomba n'y échappe pas non plus. Elle est pipolement incorrecte avec un drapeau français. Voilà pour vous, Myriam. Didier Maisto, il est stigmatisé, populiste et complotiste. Si c'est le nouveau qualificatif de patriote, je prends. C'est tout moi, ça. Pour toi. Ça, c'est bien. Greg Tabibian. Ah, voilà. Tiens, quelle surprise. Greg Tabibian, pour que la France retrouve ses couleurs, bleu, blanc et rouge. Ça n'échappera à personne. En parlant de ça, on peut l'applaudir. Regardez cette fois, parce qu'on me les pique. On me les pique à chaque Nicolas Dupont-Aignan, voilà votre tour. Le plus souverainiste des Dupont, je dirais même plus. C'est pour vous. Elle est belle. Voilà, elle est bonne celle-là. Alors là, elle est pour moi. Éric Morillo, l'animateur de la plus française des émissions, sans bistrot, sans liberté. La France n'est plus la France. Eh bien, je confirme. Merci. Merci Ignace. Et enfin, alors là, pour nos amis, Macron, un drôle de Robin des Bois, je vole votre argent pour vous en rendre une partie. On va lui transmettre. Très belle. Ouais. Eh bien, on vous la donne. France, une souveraineté très sponsorisée avec tous les sigles de McDonald's, Amazon, KFC, Facebook, Twitter et même Google. À peine croyable, mais c'est vrai. Et enfin, la France, selon Macron, une entreprise au service de l'Union européenne et une armée au service de l'OTAN. On peut, là encore, l'applaudir. Voilà, c'est ça en live. On peut encore rire quand même de cette situation ou penser que la situation est désespérée au point non, elle n'est pas... Rire à défaut d'en pleurer, si j'osais. C'est jamais facile de rire de situations tragiques où les gens souffrent, hein, parce que... on va parler des retraites. Cette réforme des retraites, elle est socialement insupportable pour moi. Parce que personne n'a compris, on n'en parle pas assez. Ce que ça va faire concrètement. L'objet du second débat. Mais avant cela, ça va être l'heure de l'interview Confession avec Nicolas Dupont-Aignan. À tout de suite. Alors, l'interview Confession, Nicolas Dupont-Aignan. Eh bien, écoutez, c'est très simple. On vous pose des questions, vous y répondez rapidement. Je vais essayer. Première question. Qui tenez-vous comme votre plus grand modèle ? Dans quel domaine? Historique, c'est De Gaulle, bien sûr. Malgré des défauts, sans doute. J'aime bien Clémenceau aussi. Un mélange de Clémenceau et de Gaulle, ce serait pas mal. Pas mal. Deuxième question. Richelieu, mais c'était un peu plus dur. Oui, là, c'est différent. Il faut faire attention. Deuxième question. Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie ? Il y en a plusieurs, mais celui qui m'a fait le plus pleurer, c'est La vie devant soi, de Romain Gary. J'adore Romain Gary. Émile Ajar, c'était Émile Ajar. La vie devant soi, je trouve que c'est un livre bouleversant parce que c'est l'enfance, ce petit enfant élevé par cette femme, et sur le fait que l'être humain est une merveille, quoi, que l'être humain est une espérance. Voilà, vous voyez, c'est un livre merveilleux. C'est pour moi le plus beau livre. En tout cas, s'il y avait un livre que je... C'est la réponse. Troisième question. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Votre menu d'anniversaire ou celui pour fêter votre plus grand succès. Je suis très éclectique. Ça, je suis pas totalement d'accord. Dis-moi ce que tu manges, dis-moi ce que tu es.
Il y a plein de plats géniaux. Il adore la blanquette. C'est pour ça qu'il dit ça. Il faut quand même donner la blanquette de veau, moi j'adore les fruits, j'adore le poisson, je bois du vin, oui. Mais je me méfie toujours, je bois du vin à titre personnel, privé. Jamais dans les lieux publics. Vous savez, je suis arrivé quand j'ai fait campagne, je suis arrivé dans ma ville, j'étais l'énarque avec des grosses lunettes et tout, une cravate, tout, pour avoir l'air sérieux. Il fallait que j'aie l'air vieux parce que j'étais très jeune. J'allais au bistrot et je me suis dit, je ne vais pas m'emmerder. Je disais, je veux un verre d'eau. Et puis tout le monde se marrait. Et puis je prenais un saucisson, un sandwich saucisson. Puis tout le monde a pris l'habitude. Et j'en suis à ma 10e campagne. Je vais dans tous les bistrots et tout le monde se marre en disant, ah, c'est le député qui aime l'eau. Et puis voilà. Et puis, ils se sont habitués. C'est à cette Mais époque. Ça n'empêche pas que je bois de l'eau. Quand c'est connu, ouais. C'était en 1993. Ouais. Et ça n'empêche pas que je bois. Directeur des études du RPR. Ouais. Et on a commencé ensemble. Ouais. Et ça n'empêche pas que je bois. Il a une brillante carrière. Bon, moi, moi, ça a été terrible. Terminé chez Mélenchon. Voilà. Ah, ben voilà. Comme quoi, où j'ai fini. Mais ça mène à toi qu'il faut ressortir. Voilà. Et on peut boire du vin, aimer le bon vin et tout, mais dans le boulot, je suis à l'eau. Parce que je veux durer, parce que j'ai beaucoup d'ennemis qui pensent que je vais m'épuiser. Et à l'usure, je les aurai. Eh bien, justement, parlant d'ennemis, est-ce que vous avez des amis à gauche? Ah oui, mais c'est pas... Mais alors, vraiment... D'ailleurs, moi, je vais vous dire, je vais vous surprendre. D'ailleurs, on me le reproche assez. Il y a une vieille droite qui m'aime pas pour ça. Qui, par exemple? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a des gens avec qui vous parlez dans les couloirs de l'Assemblée de manière régulière? Ah oui. Non. Mais hors caméra? Non, j'ai pas à me cacher. Non, pas vous, mais les autres, plutôt. Ah oui, les autres se cachent, oui. Il y en a un qui me... Je sais pas si je peux le dire. Oui, c'était drôle, parce qu'à chaque fois que je déjeunais avec Chevènement, j'avais pas compris. Il me raccompagnait. On sortait jamais ensemble du restaurant, il allait toujours aux toilettes. Alors, je ne comprenais pas. Et un jour, j'ai compris qu'en fait, il voulait pas qu'on me voie sortir avec lui du restaurant. Ça m'a fait marrer. Et j'ai compris pourquoi après, il avait soutenu Macron. C'était qui? Chevènement. Ah oui. Non, oui, c'est ce qui est marrant, c'est que souvent des gens de gauche, ils sont sectaires. La gauche est plus sectaire que la droite, quand même, fondamentalement. Mais c'est dommage, parce qu'il y a des patriotes de gauche aussi. Il y a des patriotes à gauche aussi. C'est là qu'il a trouvé Macron dans les toilettes. Il y avait c'est vrai. Non, mais il y avait écrit « Vous êtes prié de laisser l'État dans les WC, vous l'avez trouvé en entrant ». Et puis c'est comme ça, il a eu l'illumination, et donc du coup, il a rejoint Macron. Mais c'est véridique. La responsabilité de tes propos. Allez, les 2 dernières questions de ce questionnaire confession. Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout? La lâcheté et les gens qui sont arrogants avec les faibles et les soumis aux puissants. Je déteste ces gens qui changent d'attitude selon la position de la personne. Il y a quelqu'un qui vous a particulièrement déçu en politique, mais vraiment de manière plus importante que les autres? Tu peux y aller, je ne me vexerai pas. Non, je veux dire, j'ai une grande qualité en politique. Ma femme me le reproche beaucoup. L'oubli. L'oubli, oui. Et ça m'a sauvé. Parce que si j'avais pas oublié tout, les choses dégueulasses qu'on m'a faites, je tiendrais pas. Donc j'ai une capacité d'oubli extraordinaire qui me rend un grand service. Dernière question. Où vous voyez-vous dans 10 ans? Peut-être dans 4 ans. J'en sais absolument rien. Pensez que vous serez président de la République un jour? Je n'en sais rien du tout. Je me méfie de ce genre de... un petit peu ou pas, quand même J'ai passé l'âge. J'ai passé l'âge de... on verra, c'est pas le problème. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus le problème. Aujourd'hui, sincèrement, non, mais je suis très sincère. Aujourd'hui, pour moi, non, mais je vais vous dire, je suis obsédé par l'idée qu'on loupe pas la prochaine occasion. Voilà. Parce que je pense que 2027... Que ce soit vous, quand même. Oui, mais bien sûr, mais après, s'il faut sauver la France avec quelqu'un d'autre et qu'on sauve la France avec quelqu'un d'autre, je m'efface sincèrement. Parce que je ne veux pas me retrouver en 2028 en me disant, voilà, je vais finir ma vie politique en voyant mon pays disparaître. J'ai déjà fait 20 ans de vie politique, avoir détricoté tout ce à quoi je croyais, l'État, la nation, le progrès social, cette vision que j'avais gaulliste sociale, qui est moi, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que je me sens pas spécialement de droite ou de gauche, parce que pour moi, je pense qu'on peut être au-delà. Alors,
quand je vois qu'on me traite d'extrême droite, ça me fait doucement rigoler. Mais, ce terme extrême droite, qu'est-ce que vous répondez quand mais non, mais c'est insupportable quand même. C'est insupportable, ces journaleux de merde qui vous traitent d'extrême droite alors qu'eux sont des extrêmes fascistes du centre. Voilà, bon. Enfin, qu'importe. Mais il faut lutter parce qu'on n'a pas le droit de se laisser comme ça. Donc je leur fais des procès maintenant. Bon, je ne sais pas si je vais les gagner, mais j'ai décidé de leur faire des procès. Mais c'est pas ça. Moi, ma hantise, c'est 2027, c'est la dernière occasion pour le peuple français de retrouver la maîtrise de son destin, c'est-à-dire sa souveraineté. Voilà. Donc il faut qu'on y arrive. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette interview Confession. Restez avec nous. Dans un instant, eh bien, on parlera de l'impossible réforme des retraites. À tout de suite pour le second, donc dernier débat. L'impossible réforme des retraites. Entre nécessité budgétaire et idéologie, entre opposition sociale et manœuvre politique, faut-il et surtout peut-on réformer les retraites en France ? Voilà, alors, pour finir cette nouvelle soirée de bistrot liberté, très animée, comme à chaque fois, on va parler de ce sujet qui va faire l'actualité en ce début d'année, sans doute engendrer beaucoup de tensions. C'est évidemment, on l'a dit, la réforme des retraites. Alors on va faire les choses dans l'ordre. Le premier débat est d'abord de savoir si une réforme est nécessaire, car à gauche, on explique que le système est viable à long terme. Quel est votre avis là-dessus, Nicolas Dupont-Aignan ? Il est viable parce qu'il y a déjà eu des réformes. Il y en a eu une réforme n'est pas vraiment nécessaire. Alors. Pas du tout nécessaire, surtout pas. Parce qu'il y a déjà eu une réforme très dure, qui est la réforme Touraine, qui est la dernière, qui est très dure. 42 ans de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, et 43 ans dans quelques années. C'est déjà très dur. Ça veut dire que quelqu'un qui commence à travailler avec un vrai contrat à 21 ans, il est en retraite à 63. Ça veut dire que déjà 62 ans, si vous avez commencé à 18 ans, 18 et 42, hein, ça fait combien ? 60. Bon. Alors d'ailleurs, il y a la retraite à 60 ans dans certains cas, mais moi je ne comprends pas ce délire, et ça montre à quel point on a culpabilisé les Français, parce que ce qui est terrible dans ce qu'on vit, c'est cette volonté, en fait, de casser les jambes d'un peuple. Vous ne pouvez pas construire un pays si vous créez de l'angoisse sur tout. Nous avons le plus fort taux d'épargne, les Français ont peur de l'avenir, ils ont un système de retraite équilibré. 3 milliards d'excédents en 2022, alors qu'on nous avait dit que ça allait être l'apocalypse. Et même le rapport du COR, si vous le lisez bien, 2050... l'effort national pour les retraites rediminue à 14,1% du PIB, 14,5% en 2030, et aujourd'hui on est à 13,6%. Donc il y a une légère hausse de l'effort national pour absorber le choc démographique des 30 Glorieuses, et après, donc il n'y a pas de problème de retraite. Voilà. Le seul problème qu'il y a... Vous partagez tous ce constat ? Attendez, je finis juste. Le seul problème qu'il y a, c'est un problème de localisation de production en France et de natalité. Si on veut que les retraites soient durables, il faut produire en France et il faut qu'il y ait une natalité française. Voilà. Mais structurellement, le discours culpabilisateur est un scandale. Un scandale. Parce que je remarque, et j'ai fini là-dessus après, mais je veux vraiment le dire, on va mettre la France à feu et à sang. D'ailleurs, ça fait diversion, parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas du reste. Sur, 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros en 2030. 7 milliards. Les fraudes à la carte vitale, 5 millions de fausses cartes, c'est 15 milliards d'euros. L'Union européenne, on est passé de 1 milliard sous Chirac à 10 et on va être à 15 milliards net. L'immigration, des dizaines de milliards. L'évasion fiscale, 100 milliards. L'évasion fiscale. Donc on va culpabiliser les Français qui ont travaillé dur toute leur vie, les foutre dans la misère à partir de 58 ans où ils n'ont pas de boulot, jusqu'à 64 ans au RSA. Après, comme ils auront été au chômage et au RSA, ils auront une retraite encore plus faible. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? C'est scandaleux. Alors là, moi, je vous le dis, c'est scandaleux. Voilà. Myriam Palomba. Ce qui est important quand même, moi je suis totalement d'accord avec votre constat, notre système des retraites n'est pas du tout en péril. Ce qu'il faut quand même dire et que les Français savent, c'est que
Emmanuel Macron, en 2017, n'était pas pour réformer ce système des retraites. Emmanuel Macron, une semaine avant l'élection, il y a une interview de lui où il dit on va demander aux gens de bosser à 62, puis 63, puis 65. Exactement. Vous savez ce que c'est que la pénibilité du travail? Aujourd'hui, s'il décide de réformer ses retraites, c'est parce que à l'échelle européenne, on a demandé que le système des retraites soit financé à 10% du PIB au lieu de 14%. Et aussi parce que en échange d'avoir subventionné ce fameux quoi qu'il en coûte qui n'a servi strictement à rien pendant la période Covid, on lui a demandé de faire, d'assainir tous les comptes budgétaires et notamment notre système des retraites. Voilà pourquoi aujourd'hui on s'attaque au système des retraites, alors que effectivement il pourrait être totalement pérennisé sur tout au long, dans notre avenir proche. Donc c'est juste une énorme honte de ce gouvernement. Enfin, j'ai envie de dire une de plus. Il y a autre chose. C'est que derrière, alors on va me dire je suis complotiste, c'est bien évidemment BlackRock qui est en embuscade. Parce qu'à partir du moment où les Français verront qu'ils ne peuvent pas atteindre, compte tenu du marché de l'emploi, 43 ans de travail, parce que c'est impossible, ils verront que leur décote est tellement importante qu'ils auront une retraite de misère, et donc vous aurez des pubs dans les journaux, comme les complémentaires de santé. En fait, ce qu'ils ont fait à l'hôpital, ils veulent le faire aux retraites. C'est la destruction de l'acquis du Conseil national de la résistance. C'est-à-dire un système qui avait une certaine justice. Et ceux qui peuvent pourront se payer des retraites complémentaires, avec des cotisations, une espèce de capitalisation. Et voilà l'objectif. Mais c'est pas les finances publiques. Il en a rien à foutre des finances publiques. Il a endetté 400 milliards d'euros. Donc, le quoi qu'il en coûte, c'est quand même 300 milliards. Oui, et puis avec le reste, 400 milliards, avec la crise énergétique. Donc on ne nous raconte pas de salade. Mais toute la journée, je voyais le journal de France 2 hier, alors c'était... En fait, le problème des 65 ans, c'est que la France est le pays européen où les seniors sont le plus au chômage. Et donc, du coup, les seniors n'arriveront pas à ces 65 ans. Ça, c'est vraiment le gros problème. Et ça, c'est l'injustice du système. Mais moi, après, je vais vous dire, je ne suis pas un grand partisan de la retraite par répartition. Parce que, un jour ou l'autre, du fait de la natalité, du fait aussi qu'il n'y a pas de plein emploi en France et que je pense qu'on n'y arrivera pas, on n'y arrivera jamais, il faut permettre aussi aux gens d'avoir une forme de capitalisation, à l'époque, moi j'avais fait la campagne de Jacques Chirac quand j'étais au RPR, il avait parlé, lui, des fonds de pension à la française. Et il faut permettre ça aux gens, parce que, moi je veux dire... Mais pas dépendre d'un système qui pérennise leur retraite. Moi je ne suis pas sûr que ça soit pérennisé autant que ça. On a énormément de retraités pauvres. On a énormément de retraités pauvres. Alors on nous dit que, soi-disant, le minimum retraite c'est 800 €. C'est pas vraiment vrai. Il y a des retraités qui gagnent 200, 300 € par mois. Mais parce qu'ils n'ont pas travaillé longtemps. Voilà. Il faut... Non mais... Aujourd'hui, quand on a commencé sur cette retraite par répartition, il y avait 5-6 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on sera à un actif pour un retraité, tout en sachant qu'on a en plus le chômage de masse, qui est très important en France. On n'est pas à 7% de chômage, c'est faux. Voilà, ça c'est faux parce que, plus à 15 en effet, parce que il y a les chômeurs B, C, machin, voilà. Donc, et puis en plus, on fait... Vous avez parlé d'immigration, en effet, ça coûte des sommes folles. Et on a aussi créé quelque chose qui a tué les cotisations, c'est l'auto-entrepreneur. Voilà. Et c'est aussi l'ubérisation, c'est-à-dire que des gens qui ne cotisent pas ou très peu dans des caisses de retraite, ce système-là, aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui il est viable, mais en 2050, en 2060... Moi, par exemple, je vais vous donner le titre d'un excellent livre de Madame Héloïse Benamou, qui est la maison d'édition de Pierre Jovanovic, qui nous explique qu'il a vraiment travaillé sur le sujet, que notre génération, c'est-à-dire moi je suis né en 81, nous, notre génération, n'aurons pas de retraite. Nous n'aurons pas de retraite, en tout cas par répartition. Voilà, parce qu'il n'y aura plus d'argent. Et parce qu'il faut savoir aussi une chose, parce qu'on fait de la répartition, on dit oui, mais on ne veut pas du capital. Ok, pourquoi pas? Mais l'État le fait déjà. C'est-à-dire qu'il a donné, par exemple, 50 milliards d'euros à HSBC pour qu'il puisse gérer 50 milliards de retraites qu'il a évidemment perdu sur les marchés financiers. Voilà. D'où le danger des fonds. Parce que regardez l'Angleterre. Oui, mais on peut avoir des fonds publics. Allez, on fait les fonctionnaires. Non, mais qu'on imagine un système
Jospin avait prévu un fonds souverain. Moi, je ne suis pas hostile à ce qu'on imagine un fonds souverain. Mais n'oubliez jamais que le principe de la sécurité sociale et du système des retraites, qui est l'acquis du Conseil national de la résistance, pas comme totem. Je ne suis pas dans le totem du passé. Je dis c'était quand même l'idée d'une justice. Une justice sociale. C'est-à-dire que selon votre statut social, vous aviez une sécurité. Le système des fonds de pension, ça va dépendre de l'entreprise. Aux États-Unis, on voit bien comment ça marche. Les grandes entreprises avaient des fonds, elles les ont supprimés. Oui, mais on peut très bien faire des fonds. Les fonctionnaires ont des fonds de pension. Oui. Mais, oui, ils les ont. Oui, mais c'est très marginal. Bon, ça, c'est le grand argument. Mais méfiez-vous du fonds de pension. La répartition est le meilleur système. Le plus juste. On peut peut-être le faire évoluer avec des financements par la CSG, etc., pour pas être complètement mis sur l'emploi. On peut le faire financer par des droits de douane sur des importations. On peut le faire financer par quantité de choses. Mais méfiez-vous de cet argument. Laisse terminer, Nicolas. Si vous voulez, qui est très anxiogène et qui casse le moral des Français sur le fait que vous n'allez pas avoir de retraite, tout ça pour leur vendre des produits de merde, pardonnez-moi, comme les mutuelles. Non, mais la question aussi, c'est, on parlait tout à l'heure de la relocalisation et des entreprises françaises qu'il faut aider, celles qui localisent, qui produisent français. Je ne vais pas m'étendre trop sur les chiffres, mais quand même, 99,8% des entreprises françaises sont des TPE et des PME. 96,5% des TPE, le reste des PME. C'est-à-dire qu'il y a 0,2% d'entreprises en France qui sont des grandes entreprises, et il y en a 50 qui ont plus de 5000 salariés, c'est-à-dire rien du tout. 50% des salariés sont employés par les TPE et les PME, et les 50 autres par ces grandes entreprises qui sont souvent des multinationales, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui n'ont pas leur siège en France. Le fait qu'elles ne gardent pas en leur sein, pour rebondir sur ce que disait Mike, les seniors. J'écoutais ce matin un débat lunaire sur France Info où il y avait Thomas Porcher, une économiste, dont Sophie Chussot, un nom comme ça, je ne me souviens plus. C'était lunaire. Elle disait non mais il faut expliquer aux grandes entreprises qu'il faut garder des seniors qui sont... c'est tellement super, la transmission. Mais elles le savent, les grandes entreprises. Au contraire, elles optimisent. Donc moi, je suis favorable à sanctionner ces entreprises qui bénéficient de tous les attraits de la France, des écoles, des mutuelles, de la santé, des hôpitaux, etc., qui ne cotisent rien, d'accord ? Et après, on nous dit qu'il y a un problème de financement des retraites, mais elles foutent à la porte tous les seniors à 50 ans. Parce que sur la réalité de ces entreprises, c'est qu'à 50 ans, vous êtes un vieux croulant, improductif. Pourquoi ? C'est pas qu'elles le pensent et qu'elles font des études. C'est qu'elles préfèrent embaucher des jeunes... Bien sûr. Qui coûteront moins cher. Qui coûteront moins cher, qui seront malléables. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs dans les entreprises, beaucoup d'ubérisation. Et donc, les indemnités qui seront versées pour des carrières moins longues pour les anciens, les seniors, j'ai horreur de cette expression, parce qu'à 48 ans, on n'est pas un senior, on est dans la force de l'âge, de l'expérience, et on a de la vigueur, et on a beaucoup de choses à apporter. Voilà, mais qui s'est vraiment attaqué à ce problème en France ? Personne. C'est volontaire. Mais bien sûr que c'est volontaire. C'est volontaire, c'est pour ça que c'est très sûr, compliqué d'analyser. Quand vous voyez que Total, Renault, Novartis n'ont pas payé d'impôts sur le revenu en France et ont leur siège social aux Pays-Bas ou ailleurs. McKinsey, mais vous dites, mais mais encore McKinsey, c'est pas français, mais Renault. Mais la justification donnée par le gouvernement, elle est fausse. C'est l'idéologie. Non, mais alors, la justification du gouvernement, très brièvement, c'est, je pense, là, il a un deal avec l'Union européenne. Voilà. Deal avec l'Union européenne. Mais ils s'en sont pas cachés. Et deuxième point, volonté de dynamiter. Macron est en train de casser l'hôpital public. Non, mais il a cassé l'hôpital public parce que ce qu'il a fait sur l'hôpital public, à terme, ça veut dire que le système va exploser. Il fait la même chose sur le système de retraite par répartition. Mais imaginez le marché que représente la France. Mais bien sûr. Avec l'épargne qu'ont les Français. Nous avons le pays avec le Japon qui a l'épargne la plus élevée du monde. Imaginez si vous arrivez à torpiller le système de retraite par répartition. Mais imaginez le marché que c'est. C'est le dernier rempart. C'est encore la dernière chose qui résiste. C'est le dernier truc qui résiste. Donc il faut le démolir. Et alors, juste sur la Commission européenne, c'est pas un fantasme. Rappelez-vous, il y a 2 mois et demi,
Ursula von der Leyen a fait une conférence de presse avec Emmanuel Macron, l'admonestant, lui le bon petit élève, oui, Ursula, je vais vous faire le chèque pour la France, parce que vous avez accepté, Monsieur Macron, elle l'a dit devant tout le monde, c'était une conférence de presse, de réformer votre système des retraites. Je rappelle aussi quand même un fait important. Macron nous a dit d'abord que c'était parce que le système... D'abord, il n'y avait pas de problème. Vous vous rendez compte? Et du soft aussi, oh là là... C'est horrible, ces gens de droite qui veulent réformer les retraites. Tout ça parce qu'à l'époque, il voulait nous caser sa réforme à point. Donc il nous disait, il n'y a pas de problème, mais voilà, je mets la réforme à point. Ça, c'était un grand moment, la réforme à point. Ce qui n'était pas d'ailleurs... Enfin, sous certaines conditions, voilà, bon. T'es complètement idiot. C'est vrai, mais ce serait trop long à expliquer. Voilà. Donc il y a cette question-là. Ils ont négocié complètement cette histoire des retraites. Ils n'en voulaient pas. Alors après, il nous a dit... C'est pour sauver le système de répartition parce qu'évidemment, ce n'est plus financé. Ensuite, il nous a dit, c'est pour l'écologie, parce que c'est l'enjeu majeur du siècle, etc. Ensuite, il nous a dit, je n'invente rien, c'est pour sauver l'école et sauver l'hôpital. Alors, il faudrait savoir, est-ce que le système des retraites est en danger ou est-ce que c'est pour sauver l'école? Non, moi, je vais vous dire, c'est parce qu'il a fait un deal avec la Commission européenne, et je ne parle pas de l'Union européenne, et deux... Parce que M. Macron, qui a quand même un ego assez important, veut avoir dans son escarcelle une réforme, parce qu'il n'a aucune réforme. Et il veut dire, en fait, je suis le seul, je n'ai pas trouvé d'autre explication rationnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, président de la République, qui a osé, ou Premier ministre, ou dirigeant, depuis Juppé, à enfin faire la réforme des retraites que tout le monde nous promet. Il y a une autre chose... Non, mais oui, mais ça, c'est tout le... Non, mais d'abord, il y a un autre objectif très politicien, qui est de tuer LR. Parce que soit LR accepte la réforme des retraites et est mort électoralement, soit LR refuse la réforme des retraites et est mort électoralement. Donc, je veux dire que derrière le grand cinéma, il fait coup de triple. Il sert ses copains de BlackRock, il sert l'Union européenne et il tue LR. Voilà. Il culpabilise encore une fois les Français. Il culpabilise les Français. En disant que tout est de leur faute alors que ce pire sont que ça, il dit, et ça faut le dire aux personnes âgées qui nous regardent, il se donne le beau rôle en disant, vous voyez, c'est grâce à cette réforme que vous allez avoir votre retraite. Et ça, c'est vraiment immonde. Parce que la retraite des personnes âgées d'aujourd'hui, elle est absolument pas en danger, elle est payée par ceux qui bossent. Donc, c'est vraiment le cynisme à l'état pur. Oui, mais pardon, Nicolas Dupont-Aignan, l'âge de départ à la retraite, il est moins élevé en France qu'ailleurs. Comment vous expliquez cet écart? Il y a une chose que vous oubliez, c'est que la France, à la différence des autres pays, a une natalité beaucoup plus forte. Et que les gens partent plus tôt en France qu'en Allemagne, ou en Italie, ou en Espagne, parce que vous avez des générations qui arrivent sur le marché du travail qui sont plus importantes que dans ces pays-là. La chute de la natalité dans les pays voisins date d'il y a 20 ans. Et donc, vous avez des générations, il n'y a plus. Donc, ils ont besoin. Nous, tout le monde nous explique que et parfois il y a des entreprises mal intentionnées, mais il y en a aussi parfois qui font partir parce que vaut mieux mettre quelqu'un à 59 ans qui va avoir sa retraite à 61 ans après avec les phénomènes de pré-retraite et embaucher un jeune. Donc il n'y a pas ça dans les autres pays. Nous avons une natalité encore assez élevée. Faut pas non plus. C'est notre chance. On a la chance dans notre pays d'avoir une natalité forte. Il faut la conforter, il faut réussir l'assimilation, il faut bloquer les flux migratoires, on sait ce qu'il faut faire. Mais on n'a pas la même situation démographique, donc c'est normal qu'on ait des gens qui partent plus tôt en retraite que dans d'autres pays. Greg. Et puis, je crois aussi, alors là, ça y est, je vais prendre, parce que plusieurs fois, il a dit, on va me dire que je suis complotiste, donc je vais le décharger un peu, comme ça j'aurai la palme pour la soirée, il sera peinard. Non, mais être complotiste, c'est quelqu'un qui a raison 3 mois avant. Donc, ça va. Il y a aussi... Il y a aussi, et peut-être surtout, la volonté de réaliser un projet idéologique, supranational, qui passe par une destruction volontaire du tissu économique français. Alors, exactement, ça c'est vrai. Il a totalement raison. Et qui est que Macron casse volontairement le tissu économique français. Les gens sont sidérés de voir qu'il ne sort pas du marché européen de l'énergie alors que ça prend une ligne de texte sans aucune conséquence parce qu'il veut détruire notre économie, pour arriver devant des électeurs français qui sont les électeurs les plus réticents à la construction européenne avec nos amis britanniques.
Et leur dire, nous n'avons pas le choix. Je vais vous donner un exemple très simple. On parlait tout à l'heure de la fraude fiscale, 100 milliards d'euros. On parlait de la fraude sociale, on va la mettre entre 10 et 20 en fonction des optimismes et des pessimismes de chacun. La fraude fiscale, là, je vais la mettre de côté, non pas parce que c'est pas le sujet important, mais c'est compliqué. La fraude sociale, c'est simple. Il y a quelques années de ça, une société privée belge avait proposé au Parlement européen une application qui permettait en un clic de supprimer toutes les fausses cartes vitales et leur équivalent dans d'autres pays européens en un clic. Il suffisait que l'État rende toutes ces données d'administration fiscale, vous appuyez le soir, il n'y avait plus de doublons de cartes ou d'accès à la Sécu dans n'importe quel pays européen. La Commission européenne l'a fait bloquer et interdire. Point, c'est volontaire. Des idées simples qui permettraient... Il y a une volonté d'appauvrir ce pays parce que vous ne pousserez pas les gens, comme on disait tout à l'heure, à l'abandon de la souveraineté, à l'abandon de la démocratie. Ursula von der Leyen le dit, la démocratie est un projet politique parmi d'autres. Vous ne pousserez pas les gens à abandonner la démocratie, à abandonner la souveraineté, à abandonner la solidarité, à abandonner des choses évidentes si on leur explique pas que c'est ça ou les charrettes sur l'autoroute. Donc on leur crée les charrettes sur l'autoroute et je crois que Macron a une volonté politique... c'est du volontarisme politique d'affaiblir, en tout cas à certaines occasions, la puissance économique de la France pour renforcer le discours et le narratif d'une nécessité de soumission à l'Union européenne. J'en suis persuadé. Moi, je suis convaincu. Je sais pas. En tout cas, je suis convaincu qu'il est là. Il travaille au service des grandes entreprises qui pillent le pays. Et la preuve, c'est que les grandes entreprises étrangères ont plus d'avantages fiscaux que les PME, les artisans, les commerçants, ceux qui bossent. C'est quand même étonnant. Donc déjà, au moins qu'on rééquilibre. La preuve sur l'affaire de l'électricité, qui est évidente. C'est une ligne. Il n'y a aucune conséquence. C'est pas un Brexit. Non, il faut arrêter de croire que le système français est le système le plus avantageux d'Europe. Si on considère... Les régimes spéciaux comme la... RATP, la SNCF, alors attention, sur les régimes spéciaux, je sais que c'est pas populaire. D'abord, ils ont été énormément serrés, il faut être honnête, ils ont été contraints. Sur les régimes spéciaux, c'est la contrepartie de demandes de travail le week-end et la nuit, notamment des cheminots, et je ne défends pas les cheminots pour les cheminots, mais il y avait des contreparties. Et les régimes spéciaux ont déjà été très compressés. Sauf ceux de nos amis députés et sénateurs. Voilà, ça je suis d'accord. Encore que ça a été quand même... Ça a été comprimé quand même. Les privilèges ont été quand même enlevés. Il y a que sénateurs où c'est resté. Oui, sénateurs, mais députés, c'est fait. Députés, c'est régime général. Régime général. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais pas hostile au système à points. Je l'avais même proposé en 2012, mais un vrai système à points juste, parce que ça permettait de faire la clarté. Simplement, on a 42 régimes. Le système à points ne pouvait être mis en place qu'à l'italienne, c'est-à-dire la clause du grand-père, c'est-à-dire la nouvelle génération. Revenir en arrière, c'est impossible. Bon, et c'est déjà très compliqué. Et c'est injuste. Et c'est injuste. Et c'est impossible. Non, le problème, c'est que pendant qu'on va occuper l'opinion là-dessus, on ne va pas s'occuper des relocalisations. On ne va pas s'occuper du service public éducatif, parce que apprendre à lire à nos enfants, à écrire, à développer les maths, c'est l'enjeu beaucoup plus important que tout ça. Est-ce que la France est capable, au XXIe siècle, d'avoir une génération de scientifiques, une génération de littéraires, une génération qui comprend? Pour moi, à la rigueur, on en a... Vous voyez, par exemple, ce soir, on n'aura jamais parlé de ça, alors que c'est peut-être la réforme la plus importante pour assurer la souveraineté du pays. Souveraineté intellectuelle. Non, qu'est-ce que vous entendez par... Attendez, un pays où vous avez 25% des gens qui sortent de l'école sans savoir lire ou comprendre un texte, c'est plus un pays. Le problème de l'école publique, l'école publique, c'est le creuset de tout. Voilà, donc ça, c'est le plus grand danger qu'il y a aujourd'hui. Il faut tout reprendre à la maternelle, au primaire. On veut faire des citoyens débiles pour accepter tout, de toute façon. Oui, des consommateurs. Voilà. Est-ce qu'on fait des citoyens ou des consommateurs? Oui, mais monsieur Dupont-Aignan... Ça, c'est la base de tout. L'école. C'est le premier truc à faire. On arrive au pouvoir, premier truc à faire. Je suis tombé sur un bulletin salaire de 1974. Ouais. Bon. Et je l'ai bien regardé attentivement. Il est marqué assurance sociale 6%, assurance chômage 0,16%. Et il n'y a que 3 lignes de cotisation, c'est dire. Et retraite de 70%.
Vous avez vu, c'était en 74. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a multiplié par 10 et le nombre de livres. Je vous envoie mon livre Où va le pognon aux éditions L'Archipel. Je fais de la pub parce que j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Donc, même si moi je suis pas d'accord avec cette réforme actuelle, est-ce qu'il faut pas faire une réforme différente peut-être? Mais je vous propose des réformes. Je vous propose de mettre fin, moi j'estime à 20 milliards les 5 millions de fausses cartes vitales et de faux numéros d'immatriculation de sécurité sociale. Rapport Sénat, Assemblée nationale, Cour des comptes de gauche, de droite et tout. 20 milliards, allez, on en prend la moitié, 10. L'Union européenne, Chirac, Jospin donnaient 1 milliard. Avec Macron, on est passé de 7 à 11, on va passer à 15. 10 milliards en plus, mais vous vous rendez compte? Pour une organisation qui nous fait du mal. Et je ne parle même pas de l'immigration. Donc si vous tapez fraude sociale, Union européenne, allez, on divise par 2 l'Union européenne. On leur donne déjà 5 milliards, ça serait pas mal. Et fraude fiscale, fraude à la TVA, escroquerie à la TVA. J'ai tout recensé dans Où va le pognon, vous avez tout. Vous avez déjà les 15-20 milliards sous la main. Oui, mais ces 15-20 milliards, vous les mettez en J'avais proposé de réduire de 10%, d'augmenter de 10% le salaire net en réduisant de 30% les charges salariales. C'est payé. Oui, mais d'accord. Et là, vous redonnez dire qu'on va diviser par 2 la fraude fiscale, sociale, très bien, pourquoi pas. On peut le faire. Mais par exemple, la fraude fiscale, comment on peut prendre de l'argent à ces grandes sociétés qui arrivent à faire des évasions attendez, sans aller là-dessus. Est-ce qu'on a les gens, par exemple, au Trésor? Est-ce qu'on a la loi derrière? La Belgique l'a fait sur les escroqueries à la TVA. J'avais écrit un bouquin, Les voleurs de la République, là-dessus. J'ai fait un rapport. Alors, il y a eu des progrès quand même sur certains trucs. Mais les escroqueries à la TVA... Mais là aussi, c'est lié à l'Union européenne qui a mis en place un code douanier qui, finalement, permet tout. La chute libre de la TVA est liée aux fraudes gigantesques. C'est même pas des fraudes, c'est du vol. C'est des circuits criminels. Vous pouvez récupérer 10-15 milliards. Donc, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'argent. De toute façon, dans un système où vous avez 56% de dépenses publiques, vous n'allez pas me dire qu'on ne peut pas trouver de l'argent. J'ai envie de me tourner vers Didier Maistre parce que surtout cette séquence sur les retraites, elle va être un véritable test politique et social. Est-ce que vous ne craignez pas que nous assistions à une nouvelle vague de mouvements sociaux, voire une nouvelle vague de gilets jaunes ou assimilés? Là, c'est vers toi, Didier, que je me tourne puisque tu les as vécus. Il y a 2 ans, comme je filmais... que ça part pas, c'est pas parti de la même façon. Enfin, il y a 2 ans, rien à voir. Je filmais les gilets jaunes et j'avais dit un jour ou l'autre, parce qu'on passait devant des commerces, et puis il y avait parfois des artisans, des commerçants ou des employés qui faisaient la grise mine, qui maugraient, pourquoi ils sont dans la rue, on ne peut pas travailler. Et j'avais dit, c'était il y a 2 ans, un jour ou l'autre, tout le monde sera gilet jaune. Bon. Je ne suis pas sûr que le mouvement des gilets jaunes, sous sa forme actuelle, fasse florès. On le voit aujourd'hui, il y a plus grand monde dans les rues. En revanche, taper les gens au portefeuille, et taper les gens dans leur famille, dans leur vie quotidienne, ça, oui. Le problème aussi, c'est qu'il y a un problème de représentativité, on l'a dit, mais aussi de représentativité des syndicats. Oh oui. Des syndicats. Les plus grands escrocs de France. Quand vous avez le syndicat des boulangers, j'ai regardé tous les chiffres et je vais vous donner les bons chiffres. Pour les entreprises, c'était 166 € au début du quinquennat de M. Macron. 166 pour les entreprises, hein, le kilowattheure. Aujourd'hui, il est à 280 €. Ça, si vous savez calculer, ça fait 74% d'augmentation. Vous avez le patron des boulangers qui dit « c'est super, on est sauvés ». Pour une autre chaîne, vous savez, je fais des reportages et je vais voir, ça s'appelle La France oubliée, et je vais voir tous les artisans, les commerçants sur RT qui sont en train de crever. Je vois des boulangers. Ça a été multiplié par 5, voire par 8, la facture énergétique. Et vous avez ce type qui dit ça. Et quand j'ai remonté un peu le fil, j'ai vu que l'année dernière, le 13 janvier 2022, il a eu la Légion d'honneur par M. Macron. Donc voilà, vous avez aussi ce syndicat jeune qui participe à la déliquescence du système. C'est insupportable. Et ça, ce sont des fabricants d'excuses, ce sont les pires que tous. Donc, pour l'instant, est-ce que je ne suis pas devin? Est-ce que ces différentes, je dirais un peu jacqueries, révoltes catégorielles vont pouvoir se réunir au sein d'un grand mouvement? Moi, je le souhaite ardemment parce qu'aujourd'hui, c'est pas à l'Assemblée que ça va se passer. On voit bien que il y a beaucoup de pantomimes, mais bon,
C'est pas en mettant des t-shirts qu'on va changer les choses si on monte pas les motions de censure. On le sait tous, mais malheureusement parmi le peuple, c'est un peu comme parmi les politiques, il y a des divisions et des divisions. Il y a chacun à sa chapelle. C'est pour ça que je parle. Il faut quand même le dire. Moi, je suis allée à la manifestation on était ensemble à la manifestation des Gilets jaunes. On en a raconté. Il y avait très peu de monde. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les gens là-bas? C'est qu'ils s'en sont pris tellement plein la tronche pendant des mois et des mois qu'aujourd'hui ils ont plus envie de descendre dans la rue pour se faire éborgner et maltraiter. Et moi, je l'ai vécu. J'ai vu comment ça se passe. On a dit que là c'était illégal. Pourtant, c'est bien ce qu'ils font les CRS quand ils encadrent les Gilets jaunes. Il n'y a plus de possibilité de se révolter et de dire ce que l'on pense dans la rue. Donc, on a une Assemblée nationale qui est complètement... On peut même plus prendre le drapeau français. Voilà, excusez-moi, quand même une Assemblée nationale, je dis pas ça pour vous forcément, mais qui est complètement nulle. Qui est complètement nulle. On ne peut plus descendre dans la rue parce que sinon on s'en prend plein la gueule et on risque sa vie. Donc, mais tu étais... Si. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois un peu, non? Hein? Tu t'es un peu fait gazer, je crois. On a pris un peu dans le visage. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est aujourd'hui les gens. Enfin, on est en train de. Fais confiance à l'Assemblée nationale. Non, mais je ne fais pas du tout confiance à l'Assemblée nationale. C'est de retour. Ces gens-là ne travaillent que pour eux, pour être réélus à leur siège, mais ils ne travaillent pas pour le bien commun. Je ne dis pas ça pour tout le monde. Je dis pas ça pour tout le monde. Méfiez-vous, oui, de l'amalgame, parce que plus vous avez raison sur beaucoup. Mais pas tous, loin de là. Et attention, oui, mais parce que... vous êtes minoritaire. Mais on est minoritaire parce que beaucoup de gens se disent ça sert à rien. Si les gens se disaient au moment de voter ça sert, on ne serait pas minoritaire. Mais vous n'êtes pas minoritaire, vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais on est majoritaire, et pourtant, mais divisé. Toutes les lois que M. Macron a voulu faire passer sont passées. Oui. Bah merci 49.3 aussi. Non mais désolé, même s'il n'y avait pas eu 49.3, même s'il n'y avait pas eu 49.3, si la majorité des députés avaient voté contre, ils auraient perdu. C'est au peuple de faire pression sur les députés en leur disant on vous surveille. Rien qu'à leur écrire, rien qu'à leur les emmerder, je peux vous dire qu'ils regardent. Est-ce que porter une réforme de retraite, c'est pas un suicide politique? On va voir. On va voir. J'aimerais bien, mais malheureusement, j'ai bien peur que non. Là, je pense qu'ils vont loin, mais on va voir. Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, on va se battre pour que ça leur... Par exemple, vous conseilleriez aux députés du RN de se comporter sur ce dossier? J'espère qu'ils vont voter contre et se battre. J'ose espérer. Voilà. Demandez à nos amis de la France Insoumise. Vous avez discuté avec eux? Non, mais parce que finalement, ça commence par... C'est demain, la rentrée. Donc... Puisque nous sommes enregistrés le lundi. Non, mais on est lundi, donc c'était hier, la veille de la diffusion de cette émission. Voilà. Oui, tu disais... Non, rien. Il faut aussi demander à nos amis de la France Insoumise d'être capables de voter un texte quand il émane du Rassemblement National, alors qu'ils ont écrit le même à la ligne presse 7 jours avant, quoi. Donc, voilà. C'est dans les deux sens. Et dans les deux sens. Et puis dans cette réforme de retraite, est-ce qu'on parle de la pénibilité Non, rien. Mais il retire les 3/4 des métiers qui sont dans la liste des pénibilités. Qu'est-ce qu'on va faire des soignants, des personnels suspendus qui perdent leur droit à des retraites? Des expositions à des produits toxiques, les 3/4 ils ont dégagé, c'est plus un critère de pénibilité ou de revalorisation. Moi, ce que je vous demande, c'est, je comprends totalement votre sentiment, je le ressens souvent, mais je demande qu'il faut qu'on se batte jusqu'au bout. Voilà. Et qu'on soutienne ceux qui se battent. Voilà. C'est ce qu'on fait. C'est tout. Mais comment on doit se battre? Est-ce que c'est juste à l'Assemblée nationale ou est-ce que c'est le peuple dans la rue? Si le peuple descend massivement dans la rue de manière pacifique, parce que le problème des Gilets jaunes, honnêtement, c'est que vous savez bien qu'ils ont poussé à l'excès et qu'il y a eu après... C'est pas les Gilets jaunes qui ont poussé à l'excès. Je le sais. Mais non. Je parle du gouvernement. Mais certains Gilets jaunes sont tombés dans le piège. Oui. Évidemment, le piège a été béant. Mais je veux dire que, imaginez qu'il y ait 10 millions de personnes dans la rue, calmement, paisiblement, un dimanche ou un samedi, je peux vous dire que ça fera de l'effet. Je suis pas d'accord, ça fera aucun effet. Il y a eu ça avec la manif pour tous. Il y a eu ça avec la manif pour tous. Exactement. Oui, mais à force de dire... Attendez, à force de dire... un quart de la France qui est dans la rue, à force de dire... Peu de violence, c'est ça qui relève du miracle. À force de dire rien ne fait d'effet, on leur laisse le terrain libre. Donc, tout peut faire de l'effet. Jamais rien n'est perdu. Jamais. Et c'est toute l'histoire de France qui le montre. Donc moi je dis, si de manière pacifique, vous avez 10 millions de Français dans la rue, je peux vous dire qu'il peut se passer des choses. Et de manière pacifique. Ce que je disais, cette réforme des retraites, voilà, excuse-moi, tu as évacué le sujet. Cette réforme, elle va sans doute conduire à une nouvelle utilisation du 49.3. Si demain, l'opposition vote majoritairement contre ce 49.3, il y a la censure. Voilà, c'est la censure. Macron compte
sur notre découragement. Et ça marche pour l'instant. Et ça marche. Parce que les gens sont découragés. Donc, il faut renverser sur la division aussi. Oui, mais au-delà de ça, sur la résignation, le découragement, le machin. Donc, il faut être plus fort que lui, c'est tout. Oui, non, puis il y a aussi un problème, on l'a abordé en filigrane, des médias. On arrive bientôt au terme. Oui, les médias qui, toute la journée, racontent n'importe quoi, les médias mainstream, et font du storytelling. Non, mais regardez, non, mais c'est délirant. Vous avez hier... Monsieur Macron qui va avec des jeunes autistes sur France. Mais quel enfer! Mais c'est une honte! C'est une honte! Utiliser la misère, je dis, il va tenir la main des gens en soins palliatifs. Mais c'est surtout qu'il n'a rien fait pour le handicap et l'autisme. Non, mais il va les aider à mourir sur France Télé, et puis on va dire, oh là là. Et puis au moment où... il a bloqué la revalorisation des aides handicapées, et un des seuls qui avait voté pour à l'Assemblée. On va rentrer dans les mesures catégorielles. On a appris qu'il avait 3 enfants et 7 petits-enfants. Mais au moment... Non, mais au moment où on un enfant qui est plus âgé que lui. Au moment où on est en train de parler de ça, vous avez Madame Macron qui coûte 500 000 € par an à nous tous, qui n'a pas de statut, qui va aller devant Gilles Boulot au journal de 20h faire son opération gilet jaune, pièce jaune, qui sont pour l'espèce, en plus pièce rouge. Mais bon, je passe. Et qui va agiter sa crécelle pour faire ses bonnes œuvres. Mais c'est pas un scandale, ça aussi? Mais vous vous rendez compte? Mais nous mettre première dame on va sauver l'hôpital avec des pièces jaunes, alors qu'on est en train de crever aux urgences sur des brancards, qu'il y a des dizaines de patients, au moment où on parle, qui sont morts sur des brancards, alors qu'on se targuait d'avoir le meilleur système de santé du monde. Vous vous rendez compte? Mais si tous les médias vous racontent ça toute la journée... Oui, mais attendez, les gens... Attendez, moi j'ai lu... Alors oui, bien sûr. Il faut absolument un référendum d'initiative partagée. C'est ce que je vais proposer. La proposition est prête. Et on va voir les députés qui le signent. Partagé. C'est-à-dire, c'est le RIC mode 5e République. Vous savez, c'est le référendum. Il faut 185 députés ou sénateurs, voilà. Et après 4 millions de signatures. Mais moi, je veux le lancer. Au moins, on va voir. Et on a déjà un référendum d'initiative partagée. Oui, sur la privatisation d'Orly qui avait été. Non, il y en a un mais c'est pas 180, c'est le double, je crois. Non, c'est 185. 185. Non, vous confondez avec la destitution, qui est beaucoup plus, malheureusement. 185. Bah tiens, on parlait de destitution. On en parle souvent de cette destitution. Voilà. Est-ce qu'elle est possible, tiens? Moi, la destitution, je vais vous dire, il y en a beaucoup qui m'en parlent. Pas. C'est une vue de l'esprit. Pourquoi je ne l'ai pas demandé? Parce que je ne veux pas tromper les gens. Bah oui. Autant la motion de censure, on peut la voter. Absolument. Autant la destitution, les députés Renaissance ont la minorité de blocage. Donc, moi, je pourrais faire le numéro, la destitution. Il y en a plus qui m'en ont parlé. Il y a Francis Lalanne qui m'a appelé. Il m'a dit il faut que vous soyez le héros de la destitution. Mais bien sûr. Et je parle à tout le monde. Moi. Et puis je l'aime bien. C'est un poète. Donc ça fait du bien. Mais moi, je ne veux pas tromper les gens. Je veux donner des objectifs atteignables. Voilà. Parce que je sens que c'est le moment. Et puis on va essayer. Et on va y arriver. On va bientôt arriver c'est quand au terme de cette émission. Donc je vais vous demander à chacun tous un petit mot de conclusion avant de voir les derniers dessins d'Ignace. Allez, Mike, qui n'a pas parlé depuis 2 minutes au moins. On voit quand même que 2022 a été une sorte d'année charnière et que 2023 va être vraiment l'année où va se passer les choses. Je pense que malheureusement c'est triste, je pense que nombre d'indépendants, d'artisans, de commerçants, de restaurateurs, de boulangers, d'esthéticiennes, du fait de l'électricité, enfin de l'énergie trop chère, malheureusement feront faillite. Et peut-être qu'il faut que ça se passe pour qu'il y ait une forme de réveil. Parce que vous savez, la liberté, quand on nous a mis le pass sanitaire, on a imposé le pass sanitaire, eh ben ça n'a pas fait bouger les gens. Parce que malheureusement, la liberté n'est pas la valeur essentielle dans la France de 2022. Mais je pense que l'économique, et les gens sont vraiment très touchés. Et je vous dis, moi j'habite Paris, malheureusement, parce que du coup, j'ai l'impression que les gens sont endormis ou hypnotisés. Mais le jour où ces Parisiens, cette classe moyenne supérieure sera touchée vraiment à son porte-monnaie, et c'est vrai, et c'est 2023. Mais elle l'est jamais. Et c'est elle le sera 2023 parce que l'énergie, ça touche tout le monde, l'inflation, ça touche tout le monde, le chômage de masse, ça touchera tout le monde. Et vous savez, marchez un peu dans Paris et voyez le nombre de boutiques dans le centre parisien, rue Rivoli, boulevard Saint-Michel, le nombre de faillites, le nombre de faillites qu'il y a. C'est très impressionnant. Et moi, je suis parisien, je connais Paris vraiment comme ma poche, et c'est
même les Champs-Élysées, vous avez des arcades des Champs-Élysées là, qui sont LVMH fermées. rachète tout. Donc, non mais ce que je veux dire, c'est que on a une économie qui est dans une nasse comme nos générations qui sont nées après la guerre, n'avons pas connu. Et cette année, c'est le réveil où ça ne sera pas. Ou sinon, ce sera l'identité numérique, ce sera l'euro numérique, et on sera des esclaves. Voilà, c'est tout. Greg, j'avais une question à poser à M. Dupont-Aignan. Je l'ai reçu en interview sur ma chaîne. J'ai reçu Jean Lassalle, j'ai reçu Cheminade, j'ai reçu Philippot, j'ai reçu Egger, j'ai reçu à peu près tous les souverainistes qu'il pouvait y avoir. Et je pense qu'Asselineau, ça va pas tarder. Et j'ai 200, 300 000 personnes qui me posent la même question tous les jours en vrac. L'union. Quand est-ce qu'on enferme ces 5 cons? Parce que des fois, ça parle pas gentiment dans la même pièce et ils ont pas le droit de sortir tant qu'ils nous ont pas expliqué clairement pourquoi ils sont pas foutus de faire une liste ensemble. Vous avez dit que vous avez essayé. Moi, je peux te citer que tous les gens que je viens de citer m'ont tous donné leur accord et qu'ils étaient tous partants. Ah bah. Donc, j'avais justement envie, je vous en parlerai juste après l'émission, de savoir si vous êtes intéressés, parce que je vous jure, ça va se faire, on va fermer la porte. Et sans justement vouvoiement de trucs de Léa Salamé, parce que vous êtes tous des gens qui vous connaissez, et qu'au bout d'un moment, en fait, il y a un électorat qui a envie de comprendre, même si c'est pour arriver à la conclusion que c'est pas possible de s'allier, qu'on leur explique au moins pourquoi, parce qu'ils jouent tous avec les jeux des 7 différences avec vos programmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir en famille. Quels sont les points, vous, par rapport à ce que vous avez défendu dans toute votre vie politique et que vous défendez encore, qui seraient pour vous, dans le cadre d'une alliance, innégociables? Donc vous savez que... Innégociable, c'est-à-dire que je ne veux pas abandonner. Voilà, dans le cadre d'une alliance avec d'autres souverainistes. Quelles sont les choses qui pourraient marquer votre spécificité? Si vous en voyez une, si vous n'en voyez pas, c'est encore meilleur signe. Qui serait pour vous, non, ça par contre, c'est mort. Voilà, comme des gens pourraient dire, je sais pas, le mariage de telle ou telle réforme précise ou tel truc, moi, c'est pas possible, s'il y a ça, j'y vais pas. Moi, j'ai écrit sur mon site internet les 10 points d'un programme de salut public, vous pouvez le voir. On l'a fait au mois de... C'était quand? C'était il y a 6 mois, justement. Mais je peux vous dire qu'on a déjeuné ensemble, avant la présidentielle, avant les signatures, avec Philippot, Asselineau et moi. Et on s'est tous engagés autour de la table. J'ai dit, si j'ai pas mes signatures, je soutiendrai celui qui les a. Qui a payé la décision? Philippot a dit la même chose, et Asselineau a dit la même chose. Voilà. Et Philippot a respecté son contrat. J'ai eu les signatures, j'ai eu 600 signatures, il n'en a pas eu 600. Oui, d'ailleurs, et il a été très correct. Et il a été très correct, voilà, il a été très correct, et on a même présenté des candidats ensemble aux législatives. Donc tout n'est pas perdu. Voilà, maintenant... C'est des choses, vous, qui par le fait que vous savez, peut-être par exemple, on prend un Kuzmanovic, un Dupont-Aignan, il y en a un qui est de gauche, il y en a un qui est de droite, les deux sont profondément souverainistes, mais est-ce qu'il y a une ligne sur laquelle vous pourriez pas... Je peux pas vous dire comme ça dans l'abstraction. Ce que je leur dis toujours... Parce que peut-être j'ai été élu local pendant 22 ans, que j'ai quand même du métier dans la vie politique, c'est que le mieux est l'ennemi du bien et que je ne voudrais pas qu'on fasse des fixations obsessionnelles chacun pour avoir tout parfait. Je préfère un programme de salut public sur 10 points minimum où on sauve le pays plutôt que de vouloir la perfection partout. Je vais vous donner un exemple avec Philippot, on en discute souvent, le Frexit. Je lui dis, si ça s'appelle autrement, que c'est la renégociation et qu'on ne fait pas peur aux Français, c'est peut-être mieux que de parler Frexit et finir à 3% éternellement. Parce qu'ils ne sont pas mûrs encore. Et que la renégociation que je propose, elle est très proche du Frexit, mais elle est beaucoup plus, je pense, enveloppante. Voilà. Des choses comme ça. Par exemple, avec Zemmour, je lui ai dit 100 fois qu'il y avait une limite pour moi à ne pas dépasser, c'est que j'estime, je suis assimilationniste. Et j'estime qu'on ne doit pas faire de différence en fonction de la naissance de quelqu'un. On peut dire stop à l'immigration, zéro d'immigration. On peut dire je vous renvoie chez vous si vous ne respectez pas les lois françaises. Mais en revanche, commencer à trier les gens en fonction de leur prénom, de leur histoire, de leur machin, c'est pas conforme au logiciel français. Et en plus, on va aller dans le décor. Et il a été dans le décor à cause de ça. Voilà. Vous voyez des choses. Et je dis à Marine Le Pen, à force attention à ne pas perdre quand même la spécificité souverainiste, parce que si c'est pour faire Chirac dans 10 ans, non. Il faut qu'on garde quand même... Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre. Mais, comme disait Mike, je pense que là, c'est mûr, parce que pour la première fois, ils ne peuvent plus arroser l'argent public. Il n'y a plus l'argent. Là, pour être honnête, ils ne peuvent plus arroser. Enfin, ils ont donné 400 milliards, on arrive quand même au taquet. Donc là, maintenant, ils veulent le prendre sur les retraités pour le donner ailleurs. Mais
Ils n'ont plus de marge financière. Donc, les Français vont commencer à subir les conséquences de leur vote. Voilà, je suis désolé pour vous, mais vous avez voté pour lui. Bon, donc, il y a un moment où je pense que c'est le moment où les Français vont ouvrir les yeux, et c'est le moment où on doit être fort, et on doit leur tendre la main et leur dire « on va y arriver, on va gagner ». Eh bien, ce sera le mot de la fin, Nicolas Dupont-Aignan. Et on va terminer, bien évidemment, avec ces caricatures, là encore, faites en live, donc par notre ami Ignace. Alors, tout d'abord, pénibilité du travail. On y planche encore avec Emmanuel Macron, mais sur la pénibilité de la retraite, on a bientôt la solution avec une seringue loi euthanasie. Donc ça, il y va fort. Ah ben, on est toujours dans la partie optimiste. Vous bosserez au moins jusqu'à 64 ans, donc selon Ignace qui caricature Emmanuel Macron. Et après, vous aurez droit au repos éternel avec un squelette. Voilà. Pour sauver vos retraites, c'est vous, Nicolas Dupont-Aignan, travaillez aussi pour la France. Enfin, un peu plus optimiste. Et enfin, Charles Maurras soutient Nicolas Dupont-Aignan dans sa positivité. Le désespoir en politique est une sottise absolue. Voilà donc pour ces caricatures. Merci beaucoup donc à Didier Maisto d'être venu nous voir. Merci à Myriam Palomba. Merci à Mike Borowski. Merci à mon acolyte Greg Tabibian. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Quand est-ce qu'on met cette émission sur TF1 et France 2 ? Ça serait sympa. Ah bah écoutez, mais on aime bien garder notre spécificité parce que finalement on s'adresse, je vous disais, on nous écoute même au Canada maintenant. Ouais, bah c'est bien. En tout cas, merci à tous, aux équipes de Raphaël ainsi qu'à tous ceux qui planchent là derrière les caméras qu'on ne voit pas. Et on se retrouve quant à nous dans 15 jours. Très bonne fin de soirée.